Salut Coraline, salut Elio, salut Agatha. Salut Lirza. Comment ça va ? Bah ça va, on t'a réglé les problèmes. C'est clair que nous on a mangé de la salade de lentilles pendant que tu t'as fait rire en disant non, ce micro ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi j'ai faim. Ouais, je crois qu'on n'a jamais eu autant de problèmes techniques au début. C'est le dernier épisode et comme tu le disais si bien Elio, est-ce que les micros se sont mis en grève en mode quoi, vous nous retirez notre travail ? Vous avez trop sensibilisé vos micros, ils se sont syndiqués. Et bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Donc, c'est le dernier épisode, comme tu l'as dit, Agatha. Alors, le concept, c'est de reprendre ce qu'on a fait il y a une année, c'est-à-dire de faire participer l'audience avec une consigne donnée. Mais on voulait terminer un peu dans la joie. Alors, la consigne qui a été donnée, c'était racontez-nous une anecdote que vous avez en lien avec le podcast. Un épisode qui vous a trop fait réfléchir, une blague qui vous a fait rire, un truc qui vous a fait... ça fait que vous vous êtes engueulé avec quelqu'un dans votre vie, parce que, surtout suite à un autre épisode sur les hommes féministes, Agatha, j'ai reçu plusieurs messages de gens qui me disent on s'engueule à la maison à cause de votre... On voulait des anecdotes comme ça. On voulait des noms. On a reçu une série de témoignages, on va les commenter à l'image de l'épisode, encore une fois, qui s'appelait Remarques, anecdotes et autres joyeusetés sexistes, un truc comme ça. Ouais. Donc avant de se lancer, je me suis dit que ce serait sympa de faire un tour de salon et que chaque co-animatrice dise quelque chose par rapport à sa relation au podcast. Elio, tu veux commencer ? Allez, je me lance dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, moi c'est Elio. Pour les personnes qui n'auraient pas déjà entendu, j'utilise les pronoms yel ou il et le masculin. Moi j'ai débarqué dans le podcast en fait en écrivant un message Insta en disant hey, j'écoute votre podcast, c'est trop cool. Si jamais j'ai plein de sujets qui m'intéressent et si vous avez envie, je participe volontiers à un épisode. C'est comme ça qu'on a lancé l'idée de l'épisode sur la non-binarité. Un jour j'ai dit hey, si jamais c'était vraiment trop cool cet épisode avec vous, si ça vous dit on refait un épisode. C'est comme ça que je suis devenue co-host pour co-animer d'abord l'épisode sur le véganisme et ensuite celui sur les spiritualités. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait cool que tu reviennes pour la finale. En plus, on avait encore plein de projets. Mais je comprends tout à fait le choix d'arrêter et je suis tout à fait en paix avec ça. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir apparaître vocalement une dernière fois sur ce podcast. Merci d'être venu. Vraiment, en plus, t'as bravé la neige depuis la Chaux-de-Fonds. C'est vrai. J'ai bravé beaucoup de neige pour braver un peu de neige ici. Et j'ai vraiment pensé à toi parce que un des projets qu'on avait, c'est de faire quelque chose sur les violences policières. Ouais. Et cet automne, ça aurait été... Bon, il y a plein de sujets qui auraient été pertinents de faire de toute façon, mais voilà, merci de comprendre. Là, sur les violences policières, j'ai un super compte en tête qui est sur YouTube et Instagram, qui s'appelle Ragekit, donc R-A-G-E-K-I-T, qui thématise plein de trucs, autant avec des shorts de quelques minutes qu'avec des vidéos plus longues, parfois jusqu'à environ 1 heure. Ils ont fait des interviews, notamment avec Rima Hassan, autour de la Palestine. Et ils font vraiment des contenus bien travaillés. C'est un média radical de gauche qui aborde plein de questions de façon super intéressante, notamment au niveau des violences policières. Et puis c'est donc un média suisse, vaudois si je ne me trompe pas, en tout cas principalement. Tout ça pour dire que c'est pas grave qu'on n'aura pas fait notre épisode. Tout ça pour dire qu'il y aura toujours d'autres endroits pour écouter un autre point de vue que celui qu'on aurait donné. Allez, super, merci. Coco, tu veux dire un mot ? T'es pas obligé. J'y ai pas mal réfléchi et puis je me lancerai et puis on verra s'il y a quelque chose qui vient. C'est difficile à dire quelque chose, enfin genre on dirait que je parle d'un projet qui a duré 25 ans mais en fait non, mais il s'est passé énormément de choses et c'était vraiment trop cool de pouvoir commencer un truc qui nous parlait beaucoup, à nous deux, je veux dire à titre vraiment juste personnel de notre relation et tout, et c'était vraiment trop cool de pouvoir ouvrir ça à tellement de gens et de découvrir, connaître tellement de gens super. On a passé tellement des super moments, puis appris énormément de choses et j'ai pas trop les mots pour dire à quel point c'était impactant et vraiment super, et je suis trop reconnaissante qu'on ait pu faire autant de découvertes, que ça soit humaines ou de causes différentes, de points de vue, et puis j'ai adoré qu'on puisse faire des vernissages et c'était trop chouette, donc merci. J'ai de la peine à répondre à Coraline, en fait j'ai de la peine à ressentir, c'est trop puissant pour moi, donc Agatha, vas-y toi. Bon je m'auto-lance. Je voudrais commencer par dire un truc à Coraline. Merci d'avoir eu envie de faire un peu autre chose, parce que ça a libéré une place pour moi, et que je pense que si t'avais pas eu envie d'aller voir un peu ailleurs avec ton temps libre, eh ben j'aurais pas eu l'espace que j'ai eu ces 2 dernières années. Et pour moi c'est une expérience extrêmement précieuse. Je me sens hyper fière de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a bossé, de ce qu'on a échangé. C'est une histoire de militantisme, mais c'est aussi une histoire de rire, c'est une histoire de joie, c'est une histoire aussi d'amitié, de sororité et tout. Bah moi j'ai été moins longtemps que toi, c'est pas 25 ans non plus, c'est 2, mais c'est 2 ans qui ont énormément compté pour moi, qui m'ont accompagnée aussi dans des moments
intenses et difficiles de ma vie. Et au travers de mes expériences ou des expériences des personnes qu'on recevait, j'ai aussi pu avancer sur moi-même. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai mis en place pour ce podcast, c'était aussi un travail pour moi, d'aller vers un truc qui correspondait plus à ce que j'attendais et aussi d'être une personne un peu plus fière de qui elle est. Il y a aussi une histoire de pouvoir se regarder dans la glace sur certains aspects et tout. Donc voilà, c'est assez puissant. Je me sens aussi assez émue. Juste avant, je rigolais, mais je suis quand même assez émue que ça s'arrête. Je pense que c'est juste que ça s'arrête parce que ça prend aussi beaucoup de temps et qu'il faut avoir de la place pour d'autres choses. Mais c'est aussi assez vertigineux parce que ça prenait une grande place dans ma vie depuis 2 ans et que je me sens hyper reconnaissante. Et du coup, je finis avec ça. Merci Lirza de m'avoir intégrée à ta team. C'était trop bien. Merci à toi d'avoir accepté. Attends, j'ai pas accepté. Je t'ai dit, est-ce que je peux venir? Personne l'a invitée. Elle a vu de la lumière, elle est rentrée. Voilà. J'ai de la peine à vous répondre en fait. Comme on disait, on n'a pas du tout pleuré en écoutant les témoignages. Si jamais quelqu'un se pose la question. Coco, déjà à la base, c'était juste magique qu'on se comprenne. Parce que c'était tellement précieux à ce niveau-là de nos vies, en fait, de verbaliser des choses qu'on vit et qu'on sent. Voilà. Je vous rejoins les deux sur l'évolution, parce que typiquement, Elio, quand on t'a accueilli toi, moi je connaissais presque aucune personne non binaire. Elles étaient absentes de ma bulle. Je défendais la cause, mais pour la cause. Mais il y a d'autres gens aussi qui font pas partie de ma bulle cis, blanche, quasi hétéro, quoi. Rabab, on a parlé du foulard. Moi, ça aussi, ça m'a fait tellement évoluer d'écouter des témoignages comme ça. Enfin, c'est un des exemples qui me viennent comme ça. Hein. Mais moi, depuis, je suis devenue végétarienne aussi. Et je suis sûre que le podcast y est pour quelque chose. C'est pas anodin. Je pense que les évolutions sont difficiles à cartographier, mais ça a été énorme. Et en fait, il y a des gens qui me disent c'est énorme comme travail. Et au début, j'étais là, ouais, c'est bon. Et en fait, maintenant, je réalise, oui, que c'était énorme comme travail. Et j'étais dans une transe, en fait, tellement drivée, tellement motivée que je voyais pas passer les heures de montage. Puis maintenant que c'est fini, je me dis, c'était quand même, je sais pas comment dire, intense, quoi, tout le travail. Mais ça parle aussi de la motivation. Vraiment que j'avais les yeux fermés, j'ai foncé, en fait. Une chose est déjà là, est déjà présent, et j'ai l'impression que ça va que continuer dans ce sens, c'est que le podcast, ça fait partie de ces choses dans ma vie qui sont rares, où toutes les émotions y associées sont positives. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, je vais y penser et c'est que positif, en fait. C'est tout ce que j'ai vécu était juste pour moi, était au bon moment. Il y avait beaucoup d'intentionnalité. Et même comment on finit aujourd'hui, même comment on le termine, c'est avec intentionnalité et agentivité. Et ouais, voilà. Mais je suis très, très reconnaissante. Vraiment, j'ai pas les mots non plus, Coraline. Est-ce qu'on fonce directement dans les témoignages ? Ouais. On va commencer avec des retours d'anciennes invitées. Le témoignage de Nini, ensuite celui de Margot et celui d'Amandine. Alors pour moi, le meilleur souvenir de l'émission a été bien sûr notre enregistrement, l'épisode 6. Ça a été un moment incroyable, on a rigolé, on a kiffé, c'était vraiment super. Et j'ai adoré également les retours que j'ai reçus. C'était un peu stressant de devoir parler d'un sujet sensible, de se dévoiler. Finalement, c'était vraiment top. Merci pour ça, merci de laisser toutes ces femmes incroyables s'exprimer. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci pour ce que vous nous avez apporté. À très vite. Des gros bisous. Coucou les poissons. À l'époque, on avait enregistré un podcast qui parlait entre autres de non-désir d'enfant et de sororité. Non-désir d'enfant qui, pour ma part, était un choix de toujours, très largement critiqué par notre société de manière non sollicitée. Mais aujourd'hui, à 32 ans, j'ai enfin pu faire mon opération et aller au bout de ce choix. Malgré les avis divers et variés de mes proches ou les tentatives de dissuasion des médecins avec des arguments non recevables, puisque personne n'a le droit de vous dire quoi faire de votre corps. Et pour moi, le podcast des poissons représente le premier élan de sororité dont j'avais besoin. Un élan qui m'a fait grandir et qui m'a permis d'agrandir mes cercles autour de moi avec plus de bienveillance et de tolérance. Alors pour ça, merci du fond du cœur aux Poissons sans bicyclette. Coucou tout le monde, c'est Amandine. Je suis passée dans les Poissons l'année dernière pour parler du lien entre le véganisme et le féminisme. Et pour moi, c'était vraiment une super belle expérience. J'ai adoré ce moment. C'était trop chouette de pouvoir discuter de ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur avec des personnes ultra safe et ultra bienveillantes dans un cadre vraiment cool. Puis pour moi, c'était aussi la découverte de ce podcast que je ne connaissais pas avant et ça m'a permis vraiment d'aller diguer ensuite dans des anciens épisodes et puis de suivre tous les nouveaux épisodes qui sortaient. Et puis vraiment, c'est un travail incroyable que vous faites. Donc voilà, je suis hyper honorée d'avoir pu faire partie de cette aventure. Et puis je vous dis encore bravo pour tout ce que vous avez accompli.
Trop chou. Moi, je vais dire un truc sur Nini. Quand Coco et moi, on a lancé le podcast, la première idée d'épisode qu'on avait, c'était de catégoriser les mecs qui nous draguaient quand on bossait en boîte de nuit. Et la troisième personne cachée du podcast, c'était Nini, toujours. La muse. La muse. Parce que Nini a travaillé avec nous en boîte de nuit et faisait partie de cette personne où, à la fin du shift, on commentait tous les mecs qui nous faisaient des blagues nulles au bar, qui nous draguaient à la con. C'était elle qui s'asseyait et qui était un peu en mode bon, qui a la meilleure anecdote? Oui, c'est vrai. Ouais. Quand on a fait la liste des gens qu'on voulait inviter, Nini, c'était là tout de suite. En fait. Ouais. C'était super. Puis on avait choisi de faire cet épisode sur les standards de beauté en lien avec la racialisation. Et c'est un épisode où on rigole énormément. Et il y a un moment où on entend un bruit, boum, et moi, littéralement, je tombe de ma chaise. Sans aucune raison valable. Mais je propose vous mettre l'extrait ici. Ça, je le dis à la future moi qui fait le montage. Et il s'est cassé. Et j'ai eu plusieurs remarques comme ça. Non, mais vous les femmes qui avez... Lirza en tombe littéralement de sa chaise. Moi, ce que je voudrais dire aussi, que je trouve chouette dans ces témoignages, c'est qu'il y en a au moins 2 qui disent à quel point c'est un chouette espace pour venir parler. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti. Je repense maintenant, je suis arrivée en tant que personne non-binaire avec 2 meufs cis. Et c'est vrai que j'avais eu un bon feeling avec vous, mais n'empêche qu'on s'était rencontrés une fois. Je vous avais écouté, mais vous aviez déjà reçu Maxine, je crois, à ce moment-là, pour parler de grossophobie. Où je m'étais dit, bon, vous avez déjà reçu une personne non-binaire, ça a l'air de s'être bien passé. C'est vrai que je pense qu'avec certaines personnes, ça aurait été stressant et ça m'étonne pas du tout qu'on retrouve ça dans les témoignages qu'on entend. Moi, j'aime beaucoup ces podcasts où ça papote tout en étant dans le fond et en étant enrichissant, parce que ça, par contre, moi, les gens qui font un live Twitch pendant 4 heures, franchement, ma concentration, elle part. Mais je trouve qu'il y a vraiment un format qui fonctionne super bien. Je suis super content qu'il y ait eu autant de personnes qui soient venues au podcast et que ça ait l'air de s'être super bien passé. Enfin, quand je vois les vernissages, on était toujours plein, donc c'est que les gens ont envie de revenir. Franchement, pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on peut recevoir. Peut-être c'est l'endroit de dire un mot sur comment on fonctionne. Justement, on a quasi toujours pas mis de limite au temps d'enregistrement, parce que le but, c'est que la conversation soit fluide. Il y a un fil rouge, mais le but, c'est quand même que d'autres choses puissent se passer, que les gens soient à l'aise, parce que personne n'est journaliste ici. Mais ça engendre par contre pas mal de travail de montage. On faisait des enregistrements longs pour laisser la place à tout le monde d'être à l'aise et de dire tout ce que tu as à dire. Mais je suis contente d'entendre que ça transparaît par contre quand on écoute les épisodes. Et je suis très touchée par le témoignage de Margot. Ouais, moi aussi. Nous, on savait pas qu'elle avait fait l'opération. Non, et c'est trop. Félicitations Margot. Ouais. Très contente pour toi. On ne doute pas que ça a dû être compliqué. C'est pas un choix que je pense la société accepte très bien. En fait, tout son épisode, on a parlé de son non-désir d'enfant et qu'en fait, elle a jamais voulu. Et puis, elle a du coup pu faire. Je sais même pas quel est le bon terme en fait pour l'opération. En vrai, je sais pas ce qu'elle a fait exactement, Margot. Moi, je crois qu'elle a fait une ligature des trompes. Probablement. Puis, c'était l'épisode On ne n'est pas féministe, on le devient. Bravo Margot. Et puis Amandine. Donc ça m'a fait rire. Puis je l'ai dit à Amandine. Je lui ai dit si jamais c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Ça m'a rassurée parce que moi non plus, j'ai pas vu passer 2024. Ouais. C'était un épisode qui a été beaucoup écouté sur le véganisme et qui a engendré des commentaires à 2 balles sur TikTok que j'ai supprimé parce que le compte TikTok des poissons n'est pas une démocratie. Et si vous dites des conneries anti-véganistes dans les commentaires, on vous supprime, c'est tout. C'était trop chouette. Ça, c'était le premier épisode qu'on a fait avec toi en collaboration comme co-animateur. J'ai trouvé vraiment super chouette de faire cet épisode. Je vous remercie. Merci à toi. C'est toi qui as contacté Amandine, fait le boulot de fond. Et les 2 fois que t'as ramené des invités en or. Genre la directrice de, membre de... Ouais. Là, je pensais surtout à l'invité de l'épisode des spiritualités féministes avec un point d'interrogation, Manélie. Trop cool. Est-ce qu'on va à la suite ? Tout à fait. La suite, c'est des feedbacks généraux d'auditrices sur le podcast. Et on va écouter Emmanuel et Catel. Les poissons sans bicyclette, c'est sûrement le premier podcast féministe que j'ai écouté. Je pense que c'est Agatha qui a dû m'en parler et sagement j'ai commencé à les écouter par le premier épisode. Et là, je suis tombée des nues. J'ai découvert des discussions intimes, respectueuses, fouillées, profondes. Et j'ai vu ce qui pouvait se dégager d'une discussion, d'une amitié, d'une conversation, tout simplement. Et ça m'a beaucoup marquée. Et c'est le début d'une grande aventure féministe pour ma part. Bon, alors c'est la fin des poissons sans bicyclette. Alors je vais vous faire un petit vocal quand même parce que je tiens à vous remercier. Vous avez réalisé un travail de dingue et surtout vous avez contribué à ma formation en tant que féministe. J'écoute beaucoup de podcasts féministes mais parfois ils me paraissent bien loin, un peu trop parisiens, un peu détachés de ma réalité. Et grâce aux poissons, grâce à vous, grâce au sujet que vous avez choisi de traiter
toutes ces dernières années. J'ai un peu plus la sensation d'être à ma place comme féministe. En 2021, j'ai pu assumer d'être une femme enceinte, peut-être pas comme ce qu'on attend. Puis grâce à vous, c'était bien plus simple quand j'ai dû avorter. J'ai aussi carrément intégré l'expression « faux cool » dans mon vocabulaire. Bref, tout ça, c'est grâce à vous toutes. Merci à vous, merci à vos invités. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Toujours plus de débats, plus de questions. Et puis tout ça pour nourrir nos engagements féministes, pour qu'ils continuent. Force, force! Super, des réactions. Moi, il y a un truc qui m'a trop touchée dans le témoignage d'Emmanuelle, parce que je trouve qu'elle dit quelque chose de très précis et profond pour moi en tout cas. Elle dit « J'ai réalisé ce qui peut se dégager d'une conversation et d'une amitié. » Déjà parce que c'est vrai, en fait, nous deux, on était amis, on avait des conversations, puis on a eu une conscience que nos conversations valaient quelque chose, et c'est pour ça, en fait, qu'on les enregistre. Mais je trouve que ça parle aussi de la pure jeunesse, d'une prise de conscience collective, en fait. C'est une conversation qui dégage quelque chose, d'une adelphité aussi qui se construit, qui commence par deux personnes. Et j'ai trouvé trop beau cette sensibilité-là, en fait. Et ça parle aussi peut-être d'une personne ou d'un grand groupe de personnes aussi, qui n'ont peut-être pas forcément eu ça avec d'autres femmes dans leur vie aussi. Tu sais, même s'il est un peu galvaudé ce terme, on dit l'intime devient politique, c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est une bonne définition aussi de ce podcast. C'est à quel point votre intimité d'amitié a pris une dimension politique à partir du moment où vous avez fait écouter vos réflexions et même vos blagues, hein, parce que les blagues, elles ont aussi beaucoup de poids dans ce qu'on écoute, quoi. Moi, je trouve toujours très chou, vraiment, d'écouter tous ces témoignages, ça me touche trop. J'ai l'impression que quand on fait un podcast comme ça, surtout moi, je me suis pas beaucoup occupée des réseaux sociaux ou de quoi, on a pas un peu l'impression que c'est du vent. En fait, on a un peu rien en retour, si on veut. Ça a été produit, et puis voilà. Et quand il y a des gens qui disent des trucs comme ça, comme Emmanuelle ou comme Catel, on se dit en fait ça a eu un impact alors que je connais ces personnes ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et je trouve ça incroyable. Et c'est trop touchant. Je trouve que le témoignage de Catel, il revient un petit peu aussi sur ce que je disais avant. Il y a une ambiance dans ce podcast que je trouve vraiment intéressante et assez rare en fait. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui sont dans des podcasts ont envie d'un truc peut-être parfois très académique, très travaillé, ce qui est hyper intéressant aussi. Mais moi, parfois, je veux écouter quelque chose. Parfois, je suis d'humeur conférence, puis parfois, je suis plutôt dans cette humeur. J'ai un autre podcast que je chéris beaucoup, et comme on a décidé qu'on pouvait faire des rêves tout le temps, c'est un podcast qui parle de grossophobie, qui s'appelle Mon Gros Podcast, qui est animé du coup par une personne grosse, qui parle aussi de maladies chroniques. Mais elle raconte sa vie, mais d'une façon hyper pertinente, avec toujours des réflexions cool. C'est une ambiance. Enfin, moi, j'ai tout le temps l'impression de l'avoir à côté de moi, et elle me raconte des trucs, et parfois ça me fait trop du bien. Enfin vraiment c'est mon podcast baume au cœur, alors que ça parle parfois de violences médicales, de trucs. Ouais, je trouve que c'est quelque chose de précieux d'avoir aussi des façons d'aborder les choses un peu plus légères parfois, mais comme quand on a une discussion avec ses potes et qu'après on est là, mais waouh, c'était super intéressant. Je voulais rebondir sur Catel, sur le fait qu'elle glisse de façon tout à fait naturelle, que ça l'a aidée pour son avortement, où elle fait allusion à son avortement, de façon hyper naturelle. Or moi j'ai l'impression que c'était avant je sais pas quoi d'ailleurs, que c'était assez tabou quand même, que les femmes qui avortaient ne le disaient pas. Même il y a 10 ans, quoi, quand j'avais 30 ans, si t'avais avorté, t'en parlais à tes copines proches, mais tu disais pas comme ça, randomly au milieu d'une phrase, c'est si bien que ça puisse être normalisé, enfin que ça puisse ne plus être le truc que tu fais honteusement dans ton coin, auquel tu fais plus jamais allusion et que tu oublies. Et la dernière chose, juste pour par rapport à Catel, c'était le caractère local. Ça faisait partie du concept initial, Coco. Tu te rappelles, quand on brainstormait les titres, il y avait des titres sur la table où il y avait Lausanne dedans. Ouais. Finalement, on a choisi les poissons entre bicyclette. Et puis, mais à chaque fois maintenant, on le dit, podcast venant du cœur de Lausanne, parce qu'il y avait ce besoin de parler de vraies expériences. Et les vraies expériences sont là, quoi, en fait. Et c'est vrai que nous, on écoutait tous les podcasts français qui sont ultra excellents, hein, genre Les couilles sur la table, mais en effet, ils sont pas suisses. Et par rapport au ton que tu disais, Elio, j'ai quand même personnellement les autres podcasts à remercier, parce que par exemple, Victoire Tuaillon avec Les couilles sur la table, bien que ce soit extrêmement recherché avec des experts et expertes invités, Victoire Tuaillon avait une manière de parler qui était tellement du parler que moi, ça m'a empower pour me dire, en fait, oui, on peut aussi, nous, parler comme ça et s'enregistrer. Parce que des fois, Victoire Tuaillon, bien qu'il y ait une connaissance très profonde les derrière... journalistes, ouais, de formation... Évidemment, quoi, mais la manière dont elle s'exprime, c'est ultra, on est au café. Et ça, c'était très inspirant. Par rapport au fait que c'est un podcast local, j'ai trouvé hyper chouette dans l'épisode tout récent sur le travail qu'il faille expliquer les noms de CFC, etc. Français, parce que c'est tout le temps le contraire. Moi, je suis toujours là, j'étais seulement en CE2
CE2. Puis oui, attends, CE2. Ouais. Et puis, franchement, ça m'a fait un bien particulier d'entendre le contraire. Pour une fois, c'est les Français qui se mettent au niveau. Moi, ce que je trouve toujours fascinant, c'est les Françaises et Français qui parlent de statistiques sans préciser en France. En France, donc dans le monde. Qu'est-ce que tu dis? C'est général, c'est pour le monde. Mais qui disent, par exemple, ça veut dire 2% de la population, vous vous rendez compte, c'est X millions. Et je suis là, X millions de personnes en France. Parfois, tu vois que les gens oublient que, en fait, la francophonie, c'est beaucoup d'autres pays, dont des pays d'Afrique d'ailleurs, qu'on oublie quasi systématiquement. Ouais, la francophonie, c'est France, Belgique, Suisse, Canada. Et puis t'es là, et tous les pays qu'on a colonisés, à qui on a imposé nos langues, s'il vous plaît. Ouais. Bref. Dont la ville francophone la plus grande au monde, qui n'est pas ni en Europe ni en Amérique. C'est quoi du coup? C'est Kinshasa. Ah ouais. Dit-elle, la bouche pleine. Kinshasa avec la bouche pleine, c'est difficile à dire. Maintenant, on va mettre quelques retours sur des épisodes spécifiques. D'abord celui de Charlotte et ensuite celui de Les copines d'abord. Qui est un autre podcast féministe qui s'appelle Les copines d'abord et qui se focalise sur les amitiés entre femmes. Hello les poissons! Je voulais rebondir à votre sujet sur le militantisme du dernier épisode et vous parler de la joie. La joie que me procure cette lutte féministe et intersectionnelle. Ouvrir les yeux, les livres, les oreilles, les podcasts, ça soulève. Ça soulève plein de choses. Ça soulève de la colère, un sentiment d'injustice, entre autres. Ou plutôt, ça aide à comprendre pourquoi ces sentiments et ces émotions sont là. Et ça, c'est plutôt joyeux de comprendre. Et les rencontres, s'adresser à des personnes en éveil, ou bien même inspirées, voir son entourage évoluer sur ces questions en même temps que soi, partager, se comprendre, s'écouter, c'est joyeux. Venir parler avec vous de choses que je ressens et qui vous ont fait écho à titre personnel lors de mon enregistrement ou de rencontres, c'était joyeux. Marcher bras dessus, bras dessous dans la rue le 14 juin, chanter ensemble, c'est joyeux. Trouver sa communauté, c'est joyeux. Accepter ce qu'on est grâce à tout ça, c'est joyeux. La joie dans la sororité. Et la joie, quand on peut la ressentir et la vivre dans notre environnement, pour moi, c'est clairement une forme de lutte dans ce monde tout gris. Et ça tombe bien parce que j'aime la joie. Alors vive vous, les poissons. Merci d'avoir participé à mon éveil et à ma compréhension du monde et de moi-même. Merci pour la justesse des mots. Vive la joie. Vive le féminisme intersectionnel. Celui qui se bat pour un monde équitable et joyeux pour tous. Coucou les poissons, c'est Céline du podcast Les copines d'abord. Déjà, je suis hyper triste de vous voir partir parce que vous avez accompagné beaucoup de mes réflexions des derniers mois et je vous souhaite tout un tas de beaux projets. J'allais dire perso et pro, mais justement, c'est ce dont j'avais envie de vous parler puisqu'en fait, Claire, ma co-hôte et moi, on a une petite obsession dans notre podcast, c'est l'anticapitalisme parce que le capitalisme et le rythme qui nous impose, c'est le premier obstacle en fait au lien qu'on peut créer selon nous et puis notamment au lien amical. Et nous, ça c'est notre sujet. Et du coup, sur les 5-6 premiers mois de notre podcast, on s'est vraiment souvent retrouvés dans des épisodes un petit peu au pied du mur, genre on expose un problème et finalement la solution c'est renverser le capitalisme. Et donc on le répétait beaucoup et on s'est demandé si ça avait vraiment un intérêt de le répéter comme ça, même sur le ton de la blague, parce que ça apporte pas vraiment de solution en fait à nos auditeurs et nos auditrices. Puis on avait peur de les déprimer à force. Quelque temps après qu'on ait commencé à se faire du mouron là-dessus, vous avez sorti votre épisode Je travaille donc je suis, et nous ça nous a vraiment mis du baume au cœur en fait. C'était vraiment le contenu dont on avait besoin à ce moment-là. Je l'ai envoyé à Claire, on en a parlé. Moi ça m'a fait me dire que votre propos il était pile là où il devait être et que ça me rassurait aussi parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que le nôtre ne continue pas sur cette voie aussi quand on en aurait besoin. Et voilà, vive les blagues contre le capitalisme et tant pis pour les solutions. Parfois on a juste besoin de se le répéter aussi pour se faire du bien et c'est peut-être ce qui nous permettra de trouver une solution à un moment donné. Voilà, bisous. Moi je trouve ça trop marrant parce que j'ai l'impression que dans tous les épisodes qu'on a enregistrés ensemble, Lirza, à un moment on en arrive au capital. En fait, tu peux pas parler d'un sujet féministe sans parler de capital, de colonialisme, de patriarcat, c'est intrinsèquement lié. Nous aussi, j'ai eu l'impression qu'on s'est répété à mort là-dessus. Mais ce qui me fait rire dans l'épisode de Je travaille donc je suis, c'est qu'on est viscéralement allergique au monde du travail dans cet épisode. C'est vraiment, à un moment donné, je dis à Maria, qui est l'invitée, je lui dis, tu dis start-up, moi j'imagine le Grim Reaper, c'est-à-dire la mort qui vient te voir. Enfin, je dis ça. Ah ouais. C'était viscéral, quoi. Et en plus, toi, Coraline, dans ce podcast, tu partages des annonces d'emploi. Et à chaque fois, t'es de la jambe. Ouais. Oui, puis Charlotte, c'est notre dernière invitée. Oui, Charlotte. Je trouve son témoignage trop chou parce que elle remet la joie au centre. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Parce que c'est justement un truc avec lequel des fois on a un peu de la peine. Et c'est très précieux d'en parler et de dire qu'il y a beaucoup de joie dans des luttes intersectionnelles aussi. Ouais, et moi je voulais partager un truc honnête, c'est que j'ai vraiment de la peine à mettre la joie au centre justement, parce que j'ai ressenti dans le passé beaucoup de colère, j'avais la rage. Par contre, ce que je pouvais ressentir en lisant un bouquin ou en écoutant un podcast féministe, je pouvais ressentir comme du réconfort, du sentiment d'être dans une forme de vérité. Je vivais une espèce de coziness, mais ce truc de la joie, youpi, dans la rue, moi j'ai de la peine à l'accéder en fait. Comment je l'accède, c'est avec l'humour justement. Quand on fait des blagues, quand on se marre. Dans le podcast, on s'est vraiment beaucoup marré. Mais c'est plutôt lié à ce truc qui est un peu sombre finalement, c'est de faire de l'humour avec des trucs qui sont tragiques. Mais j'apprécie du coup le témoignage de Charlotte parce que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que c'est beau que des gens vivent ça et que j'aimerais le vivre aussi et ça m'a ouvert une fenêtre. Je pense qu'elle rebondissait aussi pas mal sur, comme elle le dit, sur votre dernier épisode où vous parlez d'une espèce d'épuisement militant. Ouais, bien sûr. Et puis c'était cool aussi de se dire en fait il y a différentes manières de vivre le militantisme et vous l'avez vécu au travers de vos conversations et puis qu'en fait dans la rue ça peut être aussi joyeux et pas que colère et ouais. Parce que toi tu dis Coraline à un moment que la colère c'est pas du tout un sentiment qui est constructif, ce qui est tout à fait vrai. Durable, et du coup, c'est pas une émotion durable. Ni durable, ni... enfin, ça te fait pas du bien, quoi. Et de se rappeler que quand t'es dans la rue, tu peux aussi être dans la joie, ben c'est cool aussi de se dire, c'est pas forcément cette émotion-là qui te fait sortir. C'est peut-être aussi juste la joie de la sororité, pas se sentir seul, parce qu'en fait, c'est aussi ça, les poissons. Donc, merci Charlotte d'être intervenue. Puis moi, vraiment, ça m'a fait réfléchir à cette question de la joie, puis comment moi, je l'habite, comment je l'incarne. Comment je lui donne de la place. D'ailleurs, sur la joie, je trouve que quand même, moi, de mon vécu, notamment d'avoir été dans des milieux écolos et anticapitalistes, c'était encore plus lié que féministe et anticapitaliste, c'était beaucoup plus difficile à trouver ça là-bas. Et j'ai l'impression que dans les milieux féministes et queer, c'est quand même vachement plus ancré. Notamment, la non-mixité, pour moi, est un espace de joie quasi systématique. Et bah là, au printemps passé, j'ai commencé à faire les permatrans qui sont une fois par mois un moment entre personnes trans, non-binaires, etc. Et en fait, c'est juste un moment où on est entre nous. Et c'est la seule consigne, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas... Voilà. On a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Et moi, je vis ça très fort aussi dans les milieux féministes. Il y a une ambiance que j'adore. Dans la grève féministe neuchâteloise, on a une section... montagne et une section littorale. Trop bien, j'adore. Je suis dans la section montagne comme je suis à Choton. À chaque fois, on prend un moment, mais spontanément, pour papoter, pour donner un peu de ses nouvelles. Il y a Josiane qui nous fait toujours à manger. Elle a toujours quelque chose de vegan pour moi. Et c'est trop chou. Et moi, je suis arrivée à une période dans mon militantisme où je peux plus militer s'il n'y a pas de la joie. J'ai eu une période hyper en colère. J'avais envie de vous interrompre tout le temps en écoutant le podcast. C'était vraiment... J'étais dans les milieux squats. La police, on n'en pouvait plus. Il y a un moment où j'ai dû ralentir. Puis c'est arrivé au moment du Covid et tout. Donc on a aussi été un peu obligé de ralentir parce que ça me dévorait, ça me foutait la vie en l'air. J'étais tout le temps, tout ce que je voyais me mettait en colère. Ouais. Et par rapport au véganisme aussi, quand tu dis que les animaux souffrent, tout ce que tu vois autour de toi, c'est la souffrance. Oui. Parfois très compliqué à vivre. C'est vrai que dans les milieux véganes, c'est aussi parfois difficile d'avoir de la joie. On fait des veillées pour les animaux, on fait des moments plutôt de recueillement parce qu'en fait, la mort est partout autour de nous. Super glauque, super. Mais je trouve qu'il y a des milieux, et notamment féministes et queer, où on arrive à organiser des fêtes. C'est hyper chouette et c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans les autres milieux. Et je trouve que c'est précieux. Ouais. Ah, c'est cool. À la grève féministe, je me colle toujours aux caravanes queer parce qu'ils sont trop joyeux. Ils et elles sont trop joyeux. Merci Elio pour le partage. Très bien, on s'est bien amusé là, on a parlé de trucs mignons. On a eu aussi quand même si ça a été clairement minoritaire dans tout le parcours de ces dernières années d'existence du podcast, des sortes un peu de backlash qui sont passés, d'avis négatifs. On a eu plusieurs instances et notamment l'épisode qui s'appelait La femme indépendante qui avait été fait avec Diana où Lirza était avec Abby pour animer donc cet épisode. Disons que c'était un environnement un peu spécial parce que comme on a un podcast de Lausanne, c'est pas très grand Lausanne. Il y a eu un peu des retours parce que tout le monde était en mode, même si elle le mentionne pas, on sait très bien de qui elle parle et puis c'est problématique.
tu veux, j'illustre ce que tu viens de dire. En effet, comme tu dis, c'est un milieu restreint. Elle part d'un milieu professionnel aussi d'architectes. Donc voilà, les architectes à Lausanne se connaissent toutes et tous. Donc c'était apparemment pas du tout compliqué de déduire de qui elle parlait. Maintenant, je vais faire un pas de côté juste pour dire 2-3 choses sur le podcast. C'est qu'il y a un parti pris très important pour nous, c'est qu'on donne la parole uniquement aux femmes et aux minorités de genre. C'est pas un podcast, un documentaire où on essaye d'écouter tous les côtés possibles et l'avis d'experts ou d'expertes. Pour nous, c'était politique. On valorise la subjectivité des femmes et des minorités de genre. C'est leur point de vue qui vaut quelque chose parce que la réalité commune, la réalité collective est beaucoup trop dominée par les voix d'hommes cis et blancs. Donc évidemment qu'on écoute avec joie le récit de Diana. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on nomme pas les gens. On parle de gars problématiques ou tout ça. On les nomme pas. C'est pas le propos du podcast. Pour plein de raisons, je vais pas m'étaler là-dessus, mais personne n'est nommé. Toujours est-il qu'on a pu déduire de qui on parle. Là où moi, j'ai pas du tout apprécié ce qui s'est passé, mais ça m'a aussi réconforté dans ce qu'on fait au podcast, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui m'ont laissé aussi comprendre qu'elles sont pas les seules à penser ça, et c'est surtout des femmes, et ça c'est malheureux, voilà, qui viennent me dire, en fait, c'est quand même kind of pas cool ce que vous avez fait, parce que le gars en question se porte mal, puis elle me l'illustre de plein de manières, comment il va pas bien. Maintenant, là, j'ai pas du tout envie de parler de l'homme en question, vraiment c'est pas de ça que je veux parler. Je veux vraiment parler du cas de ces femmes qui viennent me dire ça. Tout d'un coup, des femmes qui viennent faire culpabiliser le podcast et Diana. Donc, la victime et la plateforme qui donne la voix aux victimes. Et en plus, on me dit, de plusieurs sources, le gars, il a vraiment envie de vous rencontrer, vous, le podcast. Mais je tiens quand même juste à préciser que le gars ne nous a jamais contactés. Donc, chère femme qui est venue me parler, vous avez fait ce travail gratuitement pour lui. C'est pas du tout compliqué de nous contacter, hein. On est sur Instagram, c'est d'une simplicité dans le monde aujourd'hui de nous contacter. En plus, je pense qu'on est à une personne près et on se connaît les deux, tu vois. Donc, si vous voulez nous contacter, il aurait pu. Je dis pas que j'aurais été le voir, même j'aurais pas été le voir parce que, comme je disais, nous, notre taf, c'est de écouter les victimes, et moi je suis pas là pour écouter les deux côtés, je suis pas un juge. Vous faites pas une enquête journalistique sur qu'est-ce qui s'est passé et tout. Vous avez jamais fait de sequel où vous réinvitez la personne pour dire oui, alors du coup on avait parlé de cette agression mais on n'a plus entendre l'autre voix. Enfin, ça fait aucun sens. Moi ça me donne vraiment l'impression de il faut que je rétablisse la vérité auprès des gens qui m'ont dit des choses. C'était là, et on va faire quoi? On va pas supprimer l'épisode? Enfin, c'est un truc typique, ça m'étonne pas du tout. Merci. Ces gens qui sont venus me voir pour me dire ça, en fait, ça m'a juste dit que ce qu'on fait, c'est juste. C'est des femmes qui ont fait un travail gratuitement pour défendre ce gars qui allait mal. C'est de la pure empathy, c'est ce concept où on a beaucoup trop d'empathie pour les hommes. Et on n'a pas eu d'empathie pour la femme. Je veux dire, que tu viennes pas me dire, pauvre Diana, elle a vécu ça, mais que tu viennes me dire, pauvre mec, parce que Diana a raconté ce que lui a fait subir, c'est quand même grave. Non, c'est hallucinant. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Ouais, bah voilà, c'est arrivé. 2 des femmes qui m'ont fait ça, je le leur ai dit à un moment donné, que je trouvais ça pas ok. D'autres, peut-être, je leur ai pas dit en face, donc je suis désolée, je le dis maintenant en avril, mais... Tu sais, c'est ce truc de, non mais attends, on va pas le dénoncer à la police, ça va gâcher sa carrière. Ça va gâcher sa vie. Promising young men. Ouais, c'est ça. En effet, il y a un truc qui est pas simple. Ces mecs ont été éduqués comme ça et ont évolué dans une société où ce qu'ils font, c'est complètement ok. Et ce qu'ils font, c'est complètement pas du tout contrôlé, en fait. Ils croient vraiment qu'ils sont intouchables. Et puis maintenant, avec une vague de féminisme quand même qui est là, bah, ils prennent des trucs dans la gueule. Certains, pas du tout. Certains continuent d'opérer comme ils veulent. Bah, ce gars-là, pas de chance. Voilà, Diana a témoigné au podcast. Et j'entends que c'est pas facile. C'est pour ça que je disais à moitié en blague, mais c'est vrai, je saute pas de joie du fait qu'il souffre, pas du tout. Parce que le but, c'est aussi d'évoluer sociétalement. Et c'est complexe, le chantier est immense. Moi, ce que j'apprécie pas, vraiment, c'est que le gars exprime qu'il va mal et qu'une bande de femmes viennent me parler pour me dire « Oh, pauvre mec !» Et il n'y a pas une seule de ces femmes qui m'a dit « Oh, pauvre Diana !» Moi, c'est ça que j'apprécie pas du tout, en fait. Bah, moi, je trouve que justement, en fait, il faut écouter ce que les victimes, elles ont besoin de faire. Je trouve super de lui donner la parole et je veux dire... Elle a pas mentionné son nom, oui, bah, il est reconnaissable, comme tu dis. En fait, si tu donnes le contexte, à un moment, on va savoir de qui tu parles. Mais vous avez pas été placardé sa photo dans toutes les rues en disant au pilori. Alors, j'ai entendu qu'il s'est remis en question. Puis moi, je suis là, mais tant mieux. Et c'est pour lui aussi. Voilà, enfin, je suis là, genre, meuf, fais autre chose. Va cueillir des fleurs au lieu de venir me parler. Va regarder le lac au lieu de venir me parler. Puis la contrepartie très cool par rapport à cet épisode, c'est qu'il y a un gars qui est venu me dire qu'il bossait avant dans un bureau où le patron était aussi un jeune architecte avec des comportements très discutables. Et qu'en fait, cet épisode, du coup, a été circulé à dessein dans le bureau pour dire en fait on parle d'un autre mec qui est un peu comme toi, et il a dit c'était très cool parce qu'on se sentait un peu plus safe parce que ça envoyait le message tu vois, si tu fais de la merde tu peux passer dans un podcast. Oh mais ça c'est du génie, et ça j'ai trouvé trop cool. Ouais, incroyable.
Mais j'adore que ça devienne une arme. C'est joyeux. On revient à la joie. Très bien. On a eu aussi un autre épisode qui a aussi été un peu controversé. Enfin, on a eu un peu des retours de gens qui n'étaient pas d'accord. Et puis, c'est pas grave de pas être d'accord. Mais c'était un peu plus intense quand même. Et c'était pour celui sur être ou ne pas être parent. Telle est la question. Un tête-à-tête entre nous deux. Où on était très honnête et pas trop pris de pincettes. Par Et rapport à c'est la le truc parentalité. où je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de retours et j'étais vraiment en mode je sais pas pourquoi les gens sont fâchés en fait. Et le truc, je l'ai réécouté et j'étais un peu là. Mais en fait, désolé, pas désolé. Genre, je sais pas ce qui a fâché. Je maintiens ce que j'ai dit. I said what I said. Oui. En fait, je pense que quand t'es parent, je me suis mise dans cette place juste de parente. Oui. Si t'es pas capable de faire l'exercice, ça ne me vise pas, tu te sens visé de ouf. En fait, Oui. je pense. Ouais. Ou alors, t'es obligé de te dire non, mais moi, je suis pas comme ça. Oui. Et du coup, t'as trop l'impression qu'on parle de toi et de ta médiocrité. Ouais. Tu vois, de ta non-réflexion sur les choses, du fait que t'es dans un truc de suivi de scénario et tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc. Mais quelque part, en fait, quand t'es vexé, c'est que c'est vrai aussi. Bah, ouais. Mais oui, mais en même temps, de façon tout à fait honnête, je pense qu'il y a très très peu de gens qui se posent des questions sur le fait d'avoir des enfants, et peut-être qu'après, ils rattrapent le coup et ils s'en posent quand ils sont là. Oui. J'adore une phrase que t'as dite, j'y ai pas repensé depuis longtemps. Si je regarde ce que je disais il y a un an, je me dis what the fuck. Ah, si j'ai pas un peu honte de ce que j'ai fait il y a un an, c'est que j'évolue pas. Voilà. Pour moi, ça va dans ce sens-là. C'est ce truc, si j'ai pas un peu honte de ce que j'ai fait il y a un an, 5 ans, 10 ans, c'est que j'ai pas grandi et tout. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont juste suivi le schéma qu'on connaît. On a parlé des scénarios de couple dans l'épisode incroyable avec Ouh, Jeanne Speter. Jeanne Speter, L'amour sous contrat, où on parle justement des scénarios amoureux qui t'emmènent à un endroit où t'as l'impression que ton histoire elle est trop incre, que c'est le truc unique, mais en fait t'es juste en train de suivre les rails d'un train que tout le monde prend quasiment. Les gens hétéros, cis, voilà, qui se posent pas de questions là-dessus non plus. Mais encore une fois, je n'attaque pas les gens hétéros cis qui se posent pas de questions. J'en fais partie. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à me poser des questions à un moment. J'ai pas tout résolu, donc c'est pas pour donner des leçons, mais c'est pour dire. Je rebondissais sur ce que tu disais, sur le fait d'être vexant, parce qu'en fait, ouais, tu te dis, non, mais c'est vrai, mais moi je me suis pas posé de questions. Mais si, mais j'en voulais vraiment des enfants et tout, parce que ma vie n'est pas dans un scénario. Non, c'est pas vrai. Oui, mais moi c'était ça le ressenti final, c'est que j'étais un peu en mode it sounds like a you problem quoi. Enfin, j'étais vraiment en mode ça dit plus sur vous que sur moi en fait. Enfin, Les retours, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Coco. C'est finalement, il y avait rien qui était dit qui faisait changer notre avis, parce qu'en fait, nous on était sûrs. déjà, un des trucs qui a été mal pris, c'est qu'on a dit quelque chose, je sais plus comment on l'a formulé, mais c'était dans les eaux de bah, si t'en peux plus aujourd'hui d'être parent, t'avais qu'à réfléchir avant d'en faire un. On n'a pas dit ça comme ça. Ah. Mais les gens l'ont pris comme ça. Ah, ok. Vraiment, genre, t'avais qu'à réfléchir avant de faire des gosses. Il y a quand même une femme qui m'a dit votre position est quand même très privilégiée parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de réfléchir à son choix. À quoi j'ai répondu, en fait, nous, on parle vraiment des gens qui ont les mêmes privilèges que nous. Moi, je suis pas en train de parler vraiment d'autres gens qui font des gosses dans d'autres conditions. On parle de nos amis. C'est des vécus très personnels en fait, y compris de la personne qui nous envoie le message. Elle est clairement dans le même groupe socio-économique que nous et qui m'envoie quand même mais tu sais pas ce que c'est de pas dormir pendant des nuits. Je crois que ça a fait du backlash parce que ça a touché une corde sensible. Ouais. Et toi, Coco, à chaque fois pendant que ça se passait, tu arrêtais pas de me dire moi je maintiens ce que j'ai dit. J'étais là, bah merci parce que c'est toi la maman du podcast, donc c'est cool. C'était étrange comme sensation. Je m'y attendais pas du tout. Effectivement, je vois bien que c'est une corde sensible, je comprends aussi, je suis parent, et je maintiens que c'est difficile et que c'est beaucoup de taf et tout ça. Est-ce que c'était dans cet épisode aussi qu'on parlait du fait que les gens ont des propos tellement déplacés, genre que si t'es pas parent, tu connais pas l'amour et ce genre de choses. Oui. On me l'a ressorti il y a pas très longtemps d'ailleurs. Bref, ça va être un cauchemar à monter cet épisode, je suis désolée. Ah, t'inquiète. C'est le dernier. C'est ok. Oui, moi j'étais vraiment genre, j'ai jamais dit que c'était facile et je suis tout à fait consciente que c'est un job compliqué, mais vraiment je maintiens ce que je pense quoi. Et puis ça m'a vraiment surpris que ça soit à ce point-là des retours aussi viscérales quoi. Ça parle de toi en tant qu'humaine, que l'enfant est un caprice, que t'as réfléchi à rien et je veux mon enfant et tout, et que du coup je pense que c'est difficile de se mettre face à... Je me projette là-dedans, mais en fait peut-être c'est totalement autre chose, hein, mais parce que votre position elle est quand même assez tranchée et radicale quoi. Et ben faut pouvoir l'encaisser. Ouais. Et puis en plus, la parentalité, et ça tu le dis dans le dernier épisode que vous avez fait en tête-à-tête, c'est quand même d'un coup tu rentres dans un crew où il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Ouais. Et on n'est pas tous potes. Et on n'est pas tous potes. Et pourtant, il concerne quand même beaucoup de gens. Et il y a une forme d'universalité dans le thème. Bah, comme c'est universel entre guillemets, on n'est pas d'accord. Et ben du coup on n'est pas tous potes, on n'a pas tous envie de réfléchir à les mêmes choses. Enfin tu vois, quand tu parles de véganisme, tu peux dire ah non mais moi j'aime bien les steaks, vous faites chier. Mais il y a moins ce truc où tout le monde se sent hyper concerné par le sujet. Ce qui est drôle aussi dans ce cas, c'est qu'un des trucs que j'exprime
Caroline dans l'épisode, c'est que j'étais blessée par le manque d'empathie des nouveaux parents envers leurs amis non-parents, en fait. Que tout d'un coup, ta life devient complètement autour de ton gosse. Et je parlais de ça, en fait, de ce manque d'empathie, de que font mes potes parents de moi quand ils deviennent parents. Et les gens qui sont venus réagir auprès de moi, je leur ai répondu, si jamais j'entends toujours pas d'empathie envers moi. Si jamais. Dans la réponse, vous tournez tout autour de vous, en fait. Il y a ce côté un peu, c'est plus important que tout. Mais oui, c'est ça que j'aime pas. Oui, bah oui. Ouais. Non, mais je dis pas que c'est juste, hein. Je dis c'est ce qui se passe. Ouais. C'est que ça devient l'excuse pour tout. Personne ne te reproche jamais d'être en retard pour cause enfant. Oui. C'est vraiment le truc ultime, le dernier maillon de tout. Et que d'un coup, t'es complètement dans un rapport de pouvoir qui est déséquilibré. C'est quand même d'une puissance sans nom, n'empêche. La parentalité, Absolument. c'est une puissance sans nom. Parce que d'un coup, tu peux légitimer le fait que tu parles que de choses inintéressantes et tout le monde t'écoute, parce que tu vas pas dire tu me fais chier avec tes gosses. Enfin, tu vois. Alors, Ah bah moi j'ai déjà dit que tu me fais chier avec tes gosses de manière polie et les gens continuent quand même. bon, bah voilà. Est-ce qu'on peut changer de sujet s'il vous plaît? Vraiment je l'ai dit quoi. Ouais. Et puis, non. Mais voilà, c'est une des rares parce que moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Mais alors que te faire chier parce que tu dis que, je sais pas, t'es contre une autoroute ou je dis n'importe quoi, ou tu parles d'écologie, on va te dire ah tu nous fais chier espèce de salipi. Oui. Ça c'est ok, tu vois de le dire. Tout ça pour dire que je pense que la parentalité c'est le level de nuisance max. Mais ceci dit, il y a juste un phénomène quand même drôle au podcast, c'est que des fois tu sais jamais quel épisode va faire polémique et surtout quel épisode va marcher. Ouais, il y a des épisodes où on a mis tellement de travail dessus et ça a beaucoup moins marché que La femme indépendante avec Diana. Et puis par contre, il y a des épisodes où je suis très ravie que ça marche autant et je m'y attendais pas, comme Véganisme, comme l'épisode sur la non-binarité. Je suis très contente que ça a autant intéressé. Ouais. Celui sur la grossophobie avec Maxime. Ouais. Ça, c'est trop chouette, tu vois, parce que... Moi, je voudrais rebondir sur la non-binarité. Vas-y. On peut, vu qu'on parle des... Vu qu'on fait ce qu'on veut. Ah, mais il faut rester dans le backlash. Moi, je voulais dire un truc cool sur la non-binarité. Non, mais vas-y, y a pas de règle. Eh ben, cette année, il y a une jeune femme qui s'appelle Vanny qui vit avec nous. Quand elle a dit à ses parents qu'elle allait vivre là, elle a dit « Ah, mais Agatha, elle fait partie d'un podcast féministe. » Et du coup, sa mère a eu envie d'écouter. Elle a écouté 2 épisodes dont j'ai entendu parler. Le premier, c'est celui sur la blanchité, où elle est revenue vers Vanny après qu'elles aient eu un conflit en disant... Ça y est, j'ai compris des trucs, ça m'a ouvert les yeux après notre conflit de la dernière fois et tout. Et elle a fait la même chose par rapport à l'épisode sur la non-binarité. Et j'ai appris ça tout à l'heure avant de venir. Oh, c'est cool. Et elle a dit que Vanny avait essayé d'expliquer à sa maman qu'est-ce que c'était d'être non-binaire, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Et puis que c'était difficile à concevoir et tout ça. Et quand elle a écouté la non-binarité, elle lui a dit... Je ne peux que la citer, donc mes mots sont pas exactement justes, mais que c'était hyper clair et qu'elle avait compris des trucs qu'elle avait pas compris jusque-là. Et du coup, ça m'a trop touchée comme témoignage. Du coup, je voulais te le témoigner, Elio, parce que je trouve que c'est trop chouette. En fait, il y a se reconnaître, mais il y a aussi reconnecter avec des proches en parlant le même langage. Ouais. Moi, ça me touche d'autant plus que dans les relations mère-fille, c'est parfois compliqué. Enfin, moi, je le vis de façon... Parfois. C'est souvent compliqué. D'être une mère et d'aller écouter pour comprendre, pour pouvoir parler le même langage, pour pouvoir revenir sur un conflit, s'excuser, dire j'avais pas compris, ou en tout cas faire un pas. Je trouve ça hyper beau aussi, et je voulais le témoigner aussi à Elio et aussi au podcast, parce qu'il y a eu ce rôle-là aussi, et que je trouve incroyable. Trop cool, merci. On peut profiter de ce truc positif pour peut-être retourner dans le témoignage, parce que le truc backlash, on l'a terminé. Ouais. Mais du coup, c'est une parfaite transition, cette histoire d'utiliser le podcast comme un moyen de communication pour passer à la 2e série de témoignages. Et on va commencer sur plusieurs témoignages qui font un retour sur Où sont les hommes féministes, qui est un des podcasts qui a été pas mal écouté. Et en tout cas, je sais qu'il a été aussi la source de pas mal de conflits dans les couples, de pas mal de réflexions de chacune, parfois aussi à 2, à 3... Donc, on va écouter Lidvine, Lisalou et Lucille. Salut les filles, alors un souvenir en particulier, retour de week-end avec mon chéri dans la voiture. On a écouté Y a-t-il des hommes féministes? Existe-t-il des hommes féministes? Je ne me rappelle plus du titre exact. Bon, ça a amené à des discussions plutôt très intéressantes, mais surtout, j'ai noté une punchline que je réutilise maintenant souvent, qui est « Derrière chaque homme déconstruit, il y a une féministe au bout du rouleau ». Donc, merci pour ça. Merci pour tout, c'était cool de vous entendre. J'espère que vous laissez tout en ligne parce que j'ai pas encore tout écouté.
Bisous. Salut les poissons, moi c'est Lisalou, une de mes amies à qui j'ai fait découvrir le podcast des poissons sans bicyclette m'a confié que grâce à son écoute et notamment à l'épisode Où sont les hommes féministes, elle s'était sentie beaucoup moins seule et avec beaucoup plus de clés de compréhension et d'explication concernant son amoureux qu'elle ne trouve pas du tout soutenant ou féministe, ce qui la rendait assez triste. Et voilà, l'écoute de cet épisode lui a permis d'avoir des nouveaux outils de compréhension, de mettre des nouvelles lunettes sur sa propre relation et ça l'a beaucoup aidé. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous et ça a beaucoup aussi alimenté nos débats sur les hommes qui nous accompagnent. Alors, merci. Coucou les poissonnes, et puis merci pour tout votre travail avec ces podcasts et ces réflexions. Les podcasts qui m'ont marqué, ce sont ceux sur la sororité, les hommes féministes et les remarques et autres joyeusetés sexistes. Tout simplement parce que quand vous avez fait l'appel à témoins, j'ai cherché sans vraiment trouver. Je me suis dit que j'avais pas été témoin ou victime de sexisme, et puis en écoutant toutes les histoires, je me suis dit qu'en fait, si, il y avait plein de choses que j'avais vécues ou que j'avais vues, entendues, qui étaient pas ok, et que j'avais mis ça un petit peu de côté parce que je pense qu'on a des schémas bien ancrés qui nous permettaient même plus de percevoir que toutes ces petites remarques, ces petites blagues entre guillemets étaient assez graves, qu'elles étaient sexistes. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis la sororité et les hommes féministes, ça m'a aussi beaucoup questionné sur mon féminisme en tant que femme. Est-ce qu'il est assez inclusif? Est-ce qu'il est assez éclairé? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je peux vraiment me définir comme féministe? Et puis qu'est-ce que je peux attendre des autres si moi-même je fais pas le job parfaitement? Donc voilà, ça m'a permis de beaucoup me questionner, d'en discuter avec les copaines, avec mon mari. Merci beaucoup pour ça. Et puis ça m'a permis aussi de mettre en place de nouvelles choses, de lire de nouveaux livres. Et du coup, c'est cool. Je me sens mieux en place dans mon féminisme et plus légitime. Alors, un grand merci à vous et bonne suite. De rien, Lucille. C'est ta pote, donc tu te permets, c'est ça? C'est ça, oui. Exactement. Non, mais c'est trop cool d'entendre tous ces témoignages. Voilà, c'était profond. Next. Alors, la phrase derrière chaque homme déconstruit, il y a une féministe au bout du rouleau, je l'ai entendue de Victoire Toyon qui citait quelqu'un. Je sais pas à qui elle citait, mais je la trouve tellement juste. Son invité, dans cet épisode-là, c'était un homme. Elle lui dit en fait, mais toi, pourquoi t'es déconstruit? Puis il raconte qu'il son ex a tout fait. A trimé. C'est un mec qui est devenu spécialiste depuis, je vois l'épisode, et qui écrit des bouquins là-dessus et tout. J'adore, le mec, il sort quand même encore bien son épingle du jeu. Il en vit depuis. Mais c'est cool, il a un guide, je crois qu'on l'a ici, qui est genre comment devenir un homme déconstruit pour les hommes en fait. Moi je soutiens toute initiative entre hommes de se déconstruire, comme ça vous nous foutez la paix, vous faites du travail entre vous quoi. Ouais. Mais bref, donc c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui vient de la fameuse citation qui, je sais pas qui l'a dit à la base, qui est extrêmement insultante, genre derrière chaque grand homme il y a une grande femme, un truc comme ça. Ouais. Moi c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'on pense que c'est un compliment de dire que en fait tous ces grands hommes ont pu faire des choses parce qu'il y a des femmes qui se sont données derrière. Ouais. Ils sont où les merci? Oui, voilà. Si c'est juste ça, non merci. Vraiment, un des trucs que je retiens, c'est ce truc de redéfinir le macho. Je trouve que c'était un sujet quand même, ce truc de se dire merde, si on veut parler des hommes féministes, il faut aussi parler des hommes, la caricature de l'homme pas féministe. C'est hyper intéressant aussi d'aborder les transformations des masculinités qui pour autant ne sont pas moins problématiques. Oui, parce qu'en fait, les mecs ils se disent je suis pas macho parce qu'ils sont pas musclés puis ils ont pas la grande SUV. Ouais. Mais en fait, le machisme à Lausanne en 2025, nous on disait c'est autre chose, puis on disait que juste parce que tu fais du vélo, ça veut pas dire que t'es féministe. Et il y a des gens qui ont très mal pris cette phrase. Désolé, pas désolé. C'est un package que t'achètes chez un magasin de vélo où on te dit tiens ta carte de l'homme féministe avec ton vélo musculaire. Ton badge de la grève féministe à mettre sur ton sac. C'est ça. Mais c'était cool parce que ça a donné de l'eau aussi aux femmes qui avaient envie de dire ah, tu vois? Et ça, c'est ce dont parle Lidvine au début, quand elle est en bagnole avec son mec. Bah, elle l'a dit, elle était au bout du rouleau. Ce qui est dommage, c'est que souvent, la féministe a le temps d'être au bout du rouleau avant que l'homme soit déconstruit avec des guillemets, parce que, le concept d'homme déconstruit, faut toujours faire attention. Comme les gens qui disent, mais non, je suis pas raciste, pas parce que tu sais pas que tu l'es pas. Et je parle pour moi aussi, hein. À quel moment une personne se dit, je pense que cette fois, je suis déconstruit. C'est pas un plateau que t'atteins, quoi. Un moment dans ta vie où tu te dis, là, je pense que j'ai suffisamment travaillé. Ouais. J'arrête. Je me repose. C'est bon. T'as trop raison.
Puis je suis touchée par Lucille qui dit genre est-ce que je fais mon travail de manière parfaite pour exiger des autres, à quel moment je peux m'appeler féministe, et ça parle aussi de ce perfectionnisme que nous les femmes on a, qui est une réaction à une société violente en fait, d'être perfectionniste comme ça. Et puis oui, puis elle utilise le mot parfait. c'est ça, t'as pas besoin de faire ça parfaitement parce que ça n'existe pas, comme tu viens de dire en fait. Ouais, si tu te sens féministe, tu peux dire que t'es féministe. Et déjà de dire que je suis féministe quand t'es femme, c'est déjà un acte politique en fait, de le déclarer. Donc déjà le féminisme déclaratif, pour les femmes, je dis bien les minorités de genre, pas pour les hommes, c'est déjà pas mal. Complètement autre chose quand c'est les hommes. Et Lisa Lou, elle parle de son amie, et je trouve que ce qui est beau dans ce que lui a rapporté son amie, c'est aussi de se dire je ne suis pas folle. Ouais. Là je suis en souffrance. Je suis pas juste en train de me dire mon mec est chiant. Ouais, c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas mal ressorti avec le podcast de ces dernières années. Enfin, c'est d'avoir des gens qui disent en fait, je pensais pas que c'était un problème global en fait. Justement, t'as l'impression que c'est toi le problème au bout d'un moment. C'est toi qui est relou et qui pète des câbles pour rien. Et que en fait, ça s'inscrit dans un truc systémique. D'entendre d'autres personnes en parler de thématiques, enfin de problématiques similaires, ça te fait te sentir entendu et ça change tout quoi. Tu te sens juste compris par des gens et ça, c'est vraiment classe. C'est déjà un grand pas de fait des fois. Du coup, ça m'a permis aussi de regarder des relations passées avec d'autres lunettes, tu sais, avec tes ex, et de te dire, tu sais, il y avait des phrases qui revenaient, et à chaque fois, je me disais, c'est moi, je suis hyper exigeante. C'est pour ça que cette phrase revient, c'est jamais assez avec toi. Ouais. Et je me disais, ouais, c'est vrai que je suis quand même vachement exigeante. Et d'un coup, j'ai re-regardé avec d'autres lunettes la relation, et je me disais, mais en fait... Le gars, il faisait même pas la base. Oui, c'est ça, c'est qu'il faisait rien. Le gars, il regardait des matchs de foot en fumant des kékés. Pourquoi c'est pas assez pour moi? Pourquoi j'arrive pas à me contenter de ça? Un petit truc par rapport à ça, j'ai entendu parler récemment d'une trend TikTok qui s'appelle J'ai vu un oiseau. C'est des meufs qui se filment en train de dire à leur mec ah, tout à l'heure j'ai vu un oiseau, et qui regardent si le mec réagit. Et en fait, c'est juste ça la trend. Alors, j'ai vu une vidéo critique qui disait ouais, on peut pas baser une critique d'une relation entière sur seulement ça. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose d'autre, c'est normal de parfois être concentré sur autre chose. Et après, elle dit que c'est quasi que des femmes qui font ça envers leur mec. Je suis là, ouais, en effet, peut-être parce que généralement, c'est les mecs qui s'occupent pas de leur meuf. Et elle dit... Parce que c'est tout le temps les meufs qui essayent de tester leur relation avec leur mec pour voir s'ils les aiment vraiment ou pas. Oh my god. Attends. Puis tu vois, elle tourne un peu ça, genre ouais, on apprend aux femmes à prendre soin de leur relation, et donc c'est elles qui ont tout le temps la charge de vérifier que le mec les aime vraiment. Il faudrait que elle lâche un peu prise, parce que si le mec se rend compte qu'elle est en train de les tester, après il risque de casser la confiance. Puis j'étais là. Oui, et puis il va les quitter et ce sera bien fait pour elle. Peut-être que le problème, c'est que souvent, les femmes ont l'impression que leur mec les écoute pas quand elles leur racontent quelque chose. Parce qu'en fait, systémiquement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Vraiment, beaucoup de couples hétéros autour de moi. C'est une scène que j'observe très fréquemment où la meuf parle et le gars répond pas. Ouais. Le gars répond pas. Pourquoi je répondrais à ma meuf qui parle? C'est juste un bruit de fond, non? Ouais, et ce que je trouve super intéressant avec cet exemple, c'est que sur TikTok, un truc qui est utilisé par plein de gens avec une traite hyper courte de quelques secondes, en fait, c'est clair qu'il y a plein de meufs qui se sont dit, mais en fait, je suis pas seule. Ouais. Je pense que le point fort avec cette trend, c'est qu'il y a eu tellement de milliers de personnes qui ont partagé exactement la même situation, qu'à un moment, je pense que ça a dû faire un truc de genre, tout le monde vit ça. Ouais. Et je trouve trop bien que des trucs que TikTok, tu vas pas perdre ton temps sur TikTok, ça puisse être un moment où tout à coup tu te dis, mais en fait, la relation que je vis, elle est pas ok. Ouais. Parce que si mon mec, il faisait t'as vu un oiseau, faudrait vraiment que je sois en train de faire quelque chose de super important à côté pour que je lui réponde pas. Si une personne entretient un dialogue avec toi, t'es censé comprendre que c'est à toi. Enfin bref. Et cette psy qui, encore une fois, gratuitement, au lieu d'aller regarder le lac, a décidé de faire une vidéo. Ça m'a trop frustrée. Cueillir des fleurs, regarder des oiseaux. Fermer sa gueule. Fermer sa gueule, c'est toujours une option, comme tu dis, Coraline. Ne rien dire, c'est une option. Ça me fait penser, je pense que j'en avais déjà parlé dans le podcast d'une vidéo que j'avais vue d'une meuf, et puis en fait, genre vraiment, ça me parle beaucoup. En fait, elle se filmait, puis elle disait, j'attends de voir combien de temps mon mec remarque que je marche plus avec lui. Et le gars est tellement loin. C'est pas un truc genre t'es en ville, il y a du bruit. Ils sont à la montagne. Ils font une randonnée. Que les deux. Et le gars, elle filme, il est 1 kill plus loin, quoi. Et je suis là. Sûrement il parle tout seul, tu sais. Moi je l'imagine comme ça. Cette vidéo m'énerve parce que c'est du vécu aussi. Et je fais une tangente, mais quand t'as dit la barre est tellement basse, j'y ai pensé aussi, c'est que du coup, des femmes qui vivent ça, j'ai envie de dire toute la légitimité du monde d'être mal. Et puis, mais il y a quand même ce truc chez les femmes, genre non, mais j'aime pas m'engueuler. Ouais. Mais ce truc en fait qu'en plus, il y a l'injonction de rester douce et calme. Mais engueule-le! J'ai vu un oiseau! Pourquoi t'écoutes pas?
Et nous revoilà pour la suite de ce dernier podcast. J'ai l'impression de faire la voix de crooner. Est-ce que Lausanne est là? Est-ce que vous nous écoutez? Yeah. Jura libre. Non, on n'a pas dit ça, Lirza. Donc nous continuons avec un feedback général d'auditrices. Et ce sera Marie et Ophélie. Salut les poissons, moi c'est Marie. Alors un grand merci pour tout le travail que vous avez effectué sur toutes ces saisons. Moi j'écoutais beaucoup les poissons dans ma voiture parce que c'est des moments de calme où je pouvais laisser toute la place à la réflexion. Ça m'a beaucoup interrogée sur plein de choses, j'ai pas toujours été d'accord. Et en tout cas ce que j'en retiendrai parmi tous les sujets passionnants qui ont été abordés, c'est les méandres, les liens souvent très forts entre le patriarcat et le capitalisme. De trucs que j'ai vraiment envie de dégonder autant que possible. Et voilà, plein de mes questions sont encore sans réponse, mais en tout cas, ça m'a apporté plein de matière pour essayer d'avancer là-dessus. Et je vous en remercie. Je vous embrasse. Bye. Salut les poissons sans bicyclette. Alors moi je me souviens d'avoir témoigné et d'avoir crevé de chaud sous ma couette en faisant 150 prises parce que je voulais que ce soit bien. Et aussi je me souviens d'avoir vachement stressé à l'époque que les gens que je cite puissent me reconnaître alors que des hommes blancs cisgenres de 50 ans, il y avait quand même peu de chances qu'ils écoutent votre podcast, malheureusement pour eux. Et puis je voudrais vous dire merci pour votre énergie et votre engagement et on espère vous voir bientôt sous une forme ou une autre. À bientôt, gros bisous. Le podcast de... Moi, c'est un truc que je comprends pas, c'est comment on est calme dans une voiture. Mais je crois que ça parle des endroits de repli. C'est marrant parce qu'hier j'étais à un arpentage. C'est un truc où tu déchires un livre pour te le distribuer et le lire en collectivité. L'analyse de l'architecture d'un point de vue féministe et comment tu fais des relevés de terrain. Ouais. Sur comment tu vois les gens évoluer dans leur espace de vie. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc, l'ouvrage qu'on lisait, il parlait de ça. Et en fait, il parlait de où les femmes se retrouvent. Où les personnes qui sont dans le care tout le temps, elles retrouvent des endroits rien qu'à elles. Et donc, tu vois des plans où les femmes vont sur le balcon, elles s'enferment dans la salle de bain, dans leur baignoire. Et je crois que la voiture, c'est un espace de repli. Mais moi, le vélo, c'est un espace de repli. C'est un endroit où personne ne te parle. Et où tu peux justement... Tout à fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment, elle dit qu'il y a des fois, elle est pas d'accord. T'es pas d'accord sur quoi? On veut des exemples. Exemplifie. Qu'on n'est pas d'accord que t'es pas d'accord. Mais c'est cool, merci beaucoup Marie, c'est très cool. Et Ophélie, ça m'a trop touchée à 2-3 reprises. Et j'aimerais revenir sur un truc que Nini a dit, qu'elle était stressée des fois. C'est vrai que quand le produit est fini de l'épisode, on se rend peut-être pas compte ce que ça engendre chez les gens. Le fait de témoigner, Ophélie a fait un témoignage pour l'épisode il y a 1 an. Pour elle, c'était stressant parce que c'était dévoilant, parce qu'elle voulait faire ça bien. Donc elle a fait 15 fois. Et puis ensuite, en plus, elle avait peur d'être écoutée. Et je crois qu'on sous-estime que le fait qu'elle avait peur d'être écoutée par ces gens problématiques et qu'elle l'a fait quand même, c'est vraiment un acte de courage. Nini pareil. Charlotte, au dernier épisode, elle exprimait qu'elle a dit sans cacher, j'étais stressée en arrivant. Mais ces femmes et ces personnes sont stressées, puis elles viennent et elles le font quand même. Et c'est... Ouais. Ça m'a trop touchée ce que Ophélie a raconté en fait. Je comprends complètement ce truc parce que la première fois que j'ai monté un épisode, vu qu'on s'organisait comme ça, tous les épisodes où je suis intervenue quasiment, j'ai fait la première phase de montage et t'as fait la fin. Et je me souviens que le premier, dès que j'avais un tic verbal, je le coupais. Et donc il y avait vraiment cet aspect-là. Et du coup, je comprends complètement ce truc-là. Qu'en fait, avec le temps, t'es OK avec le fait que ce soit pas parfait et tout ça. Et je pense qu'après 6 saisons, toi, tu dois être beaucoup plus détendu. Et d'ailleurs, t'avais une approche beaucoup plus détendue que moi. Alors que moi, je voulais vraiment que ce soit nickel. Enfin, je sais pas si t'as fait ça, Elio, ou pas. C'était pas ma première expérience. Mais par contre, quand je m'écoute... Ouais, en plus, j'ai un peu de la dysphorie par rapport à ma voix, du coup... C'est quoi de la dysphorie, excuse-moi? Pardon, de la dysphorie de genre, donc quand j'entends ma voix, j'entends une voix de femme alors que je me considère pas comme une femme et puis ça me perturbe. En gros, c'est comme ça que je le vis et puis j'ai peur que les autres gens, ils croient que je suis une femme. Terrible. Mais le pire pour moi, c'était la bande-annonce de la saison 6. Ouais, tu me l'avais dit d'ailleurs. Où là, vraiment, je l'ai enregistrée plein de fois et j'étais là. J'aime beaucoup ma mère, mais j'ai pas envie de sonner comme ma mère, notamment parce que ma mère est une femme et moi pas. Et donc, il y avait des moments où tout à coup, j'étais là, je sonne comme ma mère. Et du coup, j'avais l'impression que tout le monde allait faire « Ah, mais c'est une femme, elle sonne comme ça, Bon, voilà. Pour moi, c'était le plus dur parce que du coup, j'étais hyper focus sur ce que je disais. Il y avait rien à réfléchir sur le contenu et du coup, j'étais que concentrée sur comment ma voix elle sonne. J'ai l'impression que c'était quelque chose que je vivais moins avec les épisodes. T'arrives mieux à t'entendre maintenant? Non. Ça a pas changé. Mais je travaille ma voix et c'est super intéressant. Je fais surtout avec Duolingo. Je fais mes exercices d'allemand en essayant de baisser ma voix et puis je parle comme ça et je m'habitue à parler comme ça. Mais très vite, ça me pète la gorge et du coup, après, j'arrête. Puis je suis là, de toute façon. Trop intéressant. Un gros effort qu'il faut faire, c'est habituer le cerveau à entendre la voix et à la reconnaître. J'ai du mal à me dire, si je rencontre une personne pour la première fois, elle va pas se dire « Ah, mais c'est quoi cette voix ?» Plus je l'entends, moins ça me perturbe quand j'essaye de faire ma voix plus grave. Un truc lié, mais de loin. C'est ce que t'as dit, quand je me suis coupé les cheveux il y a 1 année, j'ai toujours eu les cheveux longs. Ouais. J'ai décidé de me les couper très court à un moment donné.
Coraline était là pour me tenir la main. Et j'avais vraiment cette impression que des gens que je croisais dans la rue, que je connaissais pas du tout, disaient « Oh, c'est quoi cette coupe de cheveux ?» alors qu'ils ne me connaissent pas. Mais je pense à aussi un autre truc de Lucille, je crois, qui disait qu'à entendre toutes les remarques et anecdotes de tout le monde, ça m'a fait réaliser que ce que je vivais, c'était du sexisme. Mais je veux juste venir là-dessus parce que un truc qu'on a eu avec les invités au début, c'est que beaucoup de femmes qu'on invitait, typiquement nos potes, nous disaient « Mais moi, j'ai rien à raconter. » Et en fait, tu leur tendais le micro et c'était fini. Blablabla. Ouais, c'était trop intéressant. Donc, merci Ophélie d'avoir sué, mais de l'avoir fait. C'est trop chouette. Bah, Marie, oui, bah, elle revient sur le capital, en fait. Oui, puis c'est accepter aussi que chaque personne s'approprie ce dont elle a besoin au moment T. Et ça, je trouve assez cool de se dire... En fait, t'es pas obligé d'adhérer à la totalité, mais s'il y a des petits moments, des trucs qui te font écho, qui te permettent de mettre en résonance par rapport à ton vécu, bah, c'est déjà super, quoi. Enfin, je pense qu'on n'a pas vocation à être universel. Lirza fait une tête genre... Lirza, oui. Moi, j'accepte de perdre 5%. C'est très généreux de ta part. Vraiment, t'es très nuancé. Oui. Mais tu me connais. On va pouvoir continuer du coup avec d'autres retours. Terminer avec d'autres retours. Oh oui, on va terminer avec les derniers retours et qui sont des retours d'anciennes invitées chéries. Oui. Il y a eu You, il y a eu Katinka et il y a eu Mona. You, c'est l'épisode unique. Mona, c'est l'épisode Mon droit d'avorter sur l'avortement. Et Katinka, c'est les 2 épisodes de La Blanchité qui sont assez récents et que je vous encourage vraiment à aller écouter. Je dirais que le podcast de Poissons sans bicyclette m'a aidé à contextualiser mes ressentis dans certaines situations. Avant, je pensais que c'est un sentiment personnel. C'est une situation particulière. Voilà, on peut se sentir plus ou moins bien. Maintenant, je commence à me rendre compte que il y a d'autres choses qui est derrière, qui nécessitent peut-être plus d'efforts de plus de monde. En fait, je trouve que ça m'aide à comprendre. Mes sentiments ne sont pas qu'une réaction personnelle. Et aussi de manière à réagir de façon moins hésitante. Voilà, c'est un peu général, mais si je rentre dans le détail, je vais dépasser 1 minute. Coucou Lirza. Effectivement, il y a 2 anecdotes que j'ai envie de raconter. La première, c'est que je n'arrive toujours pas à accepter l'idée que ce podcast va s'arrêter. Très clairement, je suis dans le déni. Je fais l'autruche, je mets la tête sous la terre. Et je n'ai toujours pas accepté dans mon corps et dans ma tête qu'il n'y aura plus ce podcast. Je vis dans un monde parallèle où ce podcast continuera d'exister. Et puis, l'autre anecdote que j'avais à partager, c'est autour des épisodes du podcast qu'on a tourné ensemble. Donc, les 2 épisodes sur la question de la blanchité autour de ma traduction de Top Dog Underdog de Susan Laurie Parks. Puis, ces 2 épisodes m'ont offert un véritable tremplin par rapport à la suite de ma thèse, puisque grâce à vous, Agatha et toi, j'ai modifié des choses dans ma soutenance de thèse et puis j'ai parlé du podcast aussi à cette occasion-là. Et le podcast m'a permis aussi d'entrer dans d'autres conférences et autres parce que des gens l'avaient entendu, écouté et ça m'a vraiment ouvert pas mal de portes. Donc voilà, je voulais dire encore un grand merci et c'est pour ça que je vis dans ce monde parallèle où le podcast continue d'exister parce qu'il ne devrait pas s'arrêter. Bisous! Coucou les poissons, merci de nous faire participer à ce dernier épisode. C'est très émouvant. Moi, je voulais revenir sur l'épisode Cool Girls qui m'a enseigné plein de choses sur qui je suis, qui j'ai été, d'où je viens, le parcours. C'était très chouette de réaliser tout ça grâce à vous. Et puis, c'était aussi super d'avoir envie de réagir à une histoire partagée dans cet épisode et que ça crée la possibilité de témoigner dans un autre chapitre des poissons. Je suis hyper fière de l'avoir fait, donc un immense merci pour le temps, pour la disponibilité, pour l'intérêt, pour l'envie d'échanger là-dessus. Je crois que ça a été vraiment un moment important pour moi. Merci beaucoup. Et merci pour tous les autres épisodes. J'ai beaucoup appris avec plaisir. Je me suis très souvent vue avec vous autour de la table, à discuter, à réagir. Et c'était vraiment une formule de podcast très, 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 très chouette, très accessible. Et vous allez beaucoup me manquer. Merci pour tout votre travail. Bravo à tous les invités et merci à vous. Bisous les poissons. Alors, sniff.
Pour rebondir sur Katinka, je savais pas qu'on avait des portes à ouvrir. Moi, je comprends pas. Ça, c'est une première. Les personnes à qui ça a fermé des portes pourraient nous écrire. Vraiment, je comprends pas ce qu'elle dit. Et j'aimerais juste raconter un peu plus cette anecdote où elle fait l'autruche puis elle accepte pas que le podcast se termine parce qu'elle m'a envoyé vraiment une série de messages vocaux. Elle me disait « Mais je respecte ton choix, hein !» Mais vraiment, tu veux pas genre que ça continue sous une autre forme? Après, je l'ai croisé une fois et je lui ai dit « En fait, t'es drôle parce que tu dis que tu respectes mon choix, mais après, tu proceed de pas du tout respecter mon choix parce que t'essaies de me convaincre de continuer, en fait. » Et tu proposes plein de solutions. Je trouve drôle qu'elle termine, qu'elle se lâche puis qu'elle dit « En fait, ça devrait pas se terminer, ok, le podcast. » Mais j'apprécie, c'est un compliment, évidemment. On le prend comme un compliment. Ouais, moi, je trouve que ça dit quand même quelque chose sur l'attachement. C'est rare les choses où j'ai vraiment eu ce truc de « Oh non !» C'est vrai que j'ai eu des périodes où j'étais là « Qu'est-ce que j'ai de chouette et de pas trop déprimant, mais en même temps de intéressant à écouter ?» Et les poissons étaient souvent une des réponses à cette question. On vient d'avoir un autre problème technique. Il y a le micro de Coraline qui a lâché. C'est une mutinerie générale. C'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est la fin des micros. On a perdu une petite intervention de Coraline, mais on est toutes et tous d'accord de passer outre. Parce qu'on on a voté, on a dit que c'était nul. Sauf si tu pleures pas. Il faut dire aussi qu'on enregistre depuis un certain moment et on a eu un gros coup émotionnel qu'on aura coupé. Mais du coup, je crois qu'on a aussi beaucoup travaillé et qu'il faut respecter les micros. Respecter ça. J'allais dire nous respecter nous, mais... Donc, on était à Katinka, j'ai raconté de l'anecdote. Oui, puis You, c'est drôle parce que You me disait « Oh non, mais j'arrive pas parce que je vais dépasser 1 minute. » Puis je lui dis « C'est pas grave si tu dépasses 1 minute. » Et puis elle fait « Mais je sais pas comment l'exprimer. » Puis elle commence à me l'expliquer en live. J'étais là « Mais enregistre-toi !» C'est trop chou. Ça m'a trop touchée et je suis honorée qu'elle dise ça, que c'est grâce au podcast qu'elle contextualise et problématise ce qui lui arrive et qu'elle se sent plus solide de s'exprimer. Je trouvais ça me touche trop. Vraiment, j'ai pas de mots. Elle a ce truc de elle hésite moins. Oui. Enfin, de gagner en assurance, c'est aussi incroyable, quoi. Ouais. Donc, merci You beaucoup, ça me touche beaucoup qu'elle l'a fait. Puis après, il y a eu le message de Mona, qui était très mignon. Oui. C'était vraiment aussi un très bon épisode. Pas que je pense qu'il y a des mauvais épisodes, évidemment. Oh. Mais c'était aussi un épisode assez touchy quand même, de parler d'avortement et de tout. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de super et de très... ça reste toujours courageux, quoi. Comme tu mentionnais avant, Agatha, de mentionner comme ça un avortement en conversation. Ça reste pas anodin et puis ça se libère de plus en plus et c'est super. Puis je trouvais que c'était un super épisode et puis c'est très mignon comme petit message. Et je suis très contente qu'elle soit fière de l'avoir fait. Ouais, en plus. Ouais. Agatha, Mona, elle mentionne l'épisode Cool Girls, qui pour rappel, c'est un tête-à-tête entre Coraline et moi, où on faisait l'exercice de se dévoiler et de parler encore de nos biais intériorisés. On parlait typiquement de slut-shaming, d'avortement, de grossophobie. Et dans cet épisode, on parle du concept de la cool girl ou de la pick-me girl. Ces temps-ci, on utilise beaucoup le terme de pick-me. Et juste rapidement, si je prends une définition rapide Internet de ça, juste pour vous mettre dans le contexte. Donc, une pick-me, ou une cool girl, est un terme utilisé sur Internet pour décrire une femme qui recherche l'approbation masculine en rejetant les traits traditionnellement féminins. Leur comportement suggère généralement qu'elles se perçoivent et souhaitent être différentes des autres femmes. Toi, Agatha, il y avait une période donnée où t'arrêtais pas d'en parler. Donc, dis-nous quelque chose. J'aime bien quand tu dis pendant une période. En fait, dans chaque épisode du podcast où j'interviens, je le dis. Je crois, à peu près. Il y a peut-être un où je le dis pas parce qu'à un moment, tu l'as coupé. Fangirling. Mais vraiment, il y a un truc. Je me vois, je sais où je suis et je sais ce que je suis en train de faire quand j'écoute cet épisode. C'était le premier épisode que j'ai écouté des Poissons et j'étais là. Waouh! J'avais jamais vu les choses comme ça. Pour moi, j'étais juste cool. Et d'un coup, je me suis dit, ah merde, c'est plus compliqué que ça. C'était une révélation. Et du coup, je me suis dit, en fait, t'es en train de faire en sorte de plaire. Et je me suis dit, mais évidemment, enfin, il y a eu ce truc où ça n'a pas fait un pli, ça m'a pas vexé, j'ai ouvert les yeux sur un truc et je me suis dit, mais comment j'ai pu autant croire que j'étais cool? Ça a été une évidence. Je me suis vue dans chacune des anecdotes et je me suis revue, moi, à mes 18 ans, mes 17, mes 18, mes 19, mes 20. Où vraiment j'étais celle qui picolait le plus, qui faisait bien sûr des strips ping-pong autant qu'il fallait. Qui est pas comme les autres filles. Hein. Qui aime bien boire des shooters, qui reste le plus tard possible, qui est toujours partante pour faire plein de conneries. Et là, je réalise à quel point tous ces trucs-là, c'était aussi juste pour être dans le regard des hommes. Ouais, et j'étais là,
Waouh! Alors, ça veut pas dire que j'aime pas encore tout ça aujourd'hui. Le strip ping-pong, j'ai moins l'occasion, mais il faut que je rachète une Si table. tu veux, on l'organise. Ça demande qu'à être organisé. Mais en fait, c'était fou de réaliser ça et de me dire, en fait, c'était tout à fait honnête. Il y avait toujours un mec dans le game. Il y avait toujours un mec à qui tu voulais plaire et tout. Et ça m'a vraiment fascinée. Je me suis dit, mais comment t'as pu construire tout un espèce de truc autour de cet objectif-là? C'est si pourri! C'est si pourri comme objectif, c'est si petit, c'est si creux, c'est si pauvre et tout. Et franchement, ça m'a vachement aidé aussi à trouver aussi des directions dans ce que j'ai envie de communiquer à mes enfants. Ça a eu des résonances à plein d'endroits. Évidemment, j'en ai beaucoup parlé, mais parce que je pense que ça a été une espèce de... Il y a eu un avant et un après ça, et de réaliser que oui, il y a des choses que j'aime vraiment intrinsèquement, dans le fait de faire la fête, de boire un verre et tout ça, c'est des trucs qui font partie de moi. Mais dans ce que j'ai pu mettre en œuvre autour de ça, et dans la façon dont je l'ai revendiqué et tout... Eh ben, c'était complètement une représentation, quoi. Et franchement, j'ai trouvé... Ouais, j'y pense souvent. Trop cool. Voilà. Mais moi, c'est aussi un épisode qui m'a pas mal questionnée parce que dans mes réflexions sur mon genre, je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments dans ma vie où je voulais surtout pas être comme les autres filles. Probablement aussi parce que il y a des choses que j'ai toujours un peu captées sur mon genre et que surtout à l'adolescence, il y avait des façons d'exprimer la féminité qui me parlaient pas du tout. Par exemple, j'ai jamais voulu me maquiller pour aller à l'école. Enfin, c'était vraiment inimaginable pour moi et je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'était déjà des questionnements sur mon genre et puis c'était pas juste de la misogynie. Voilà. Mais c'est un épisode qui m'a beaucoup posé question aussi sur à quel point il y avait quand même des trucs un peu misogynes dans tout ça. Et j'ai eu un rapport hyper compliqué à mon genre, d'avoir aussi, j'ai fait un CFC dans l'horlogerie et puis je disais, moi je suis horlogère. C'était important pour moi de dire je suis horlogère et je suis dans un métier où c'est plus de mecs que de meufs, mais je suis fière d'être une femme. Comme je le considère encore comme tel, mais en même temps j'avais quand même vachement des trucs misogynes parce que c'est tellement facile de dévaloriser les autres meufs. Je me souviens par exemple, j'étais contente d'écouter du rock et puis ah non, moi j'aime bien le rock et je me dis là, je pense vraiment en vrai, j'adore la pop, j'adore. Mais c'est trop intéressant, d'ajouter la couche du questionnement sur le genre. C'est complexe, ça devient complexe. Et puis, parfois, il y a des gens qui disent ça contre les personnes trans, que les mecs trans, les personnes trans masculines, c'est parce que c'est de la misogynie refoulée. J'ai vraiment l'impression qu'en me questionnant sur moi-même, j'ai pu mettre le doigt sur, à ce moment-là, c'était probablement parce que je trouvais que c'était pas cool les filles, parce que c'est ce qu'on me disait un peu autour de moi. Et puis, à ce moment-là, c'était parce que je trouvais que c'était cool les filles, parce que, il y a quand même des moments où on t'apprend le girl power, etc. Ouais. Et puis, il y a des moments où c'est juste, en fait, cette expression de genre, elle me parlait pas du tout. Et oui, ça m'a apporté probablement un truc social de pouvoir dire, moi, je suis pas comme les autres filles. Mais c'était pas pour ça que je le faisais. Cette misogynie intégrée, moi, je l'ai vécue aussi, celle que tu décris. Ouais. Je rejetais, tout comme toi, tous les codes féminins et tout ça, et dont les couleurs qui se portent pas, les trucs comme ça. Maintenant, ça me fait réaliser que ma fille adore les licornes, et puis je suis là, go for it. Alors que ma mère, elle portait vraiment ce truc de j'avais pas le droit d'avoir des Barbies, fallait pas que j'ai des volants, fallait pas que j'ai des chaussures vernies et tout, c'est nul les trucs de filles. Et en fait, je crois que je soigne aussi un truc comme ça. Ouais. Trop intéressant que t'as pu clarifier ce qui est misogyne, ce qui est questionnement de genre. Cet épisode a clairement participé à mettre le doigt sur un truc. En fait, il y a des trucs girly que j'adore, je suis hyper kitsch, j'adore les trucs à fleurs, etc. Mais d'avoir appris aussi à accepter, en fait, il y a des trucs que j'aime, peu importe que ce soit masculin ou féminin, et il y a des trucs que j'aime pas, peu importe que ce soit masculin ou féminin, et de me réapproprier tout ça. Cet épisode, il a touché vraiment un endroit là dans mon parcours. Puis ça concerne tellement à peu près tout le monde, enfin, voir tout le monde tout court. Et je pense que c'était un thème tellement banal, et en même temps tellement... C'était super. Merci les poissons. Je suis contente. Merci. Je pense que c'est un des sujets qui est finalement assez peu abordé, c'est peut-être pour ça. Moi, j'avais rien entendu de tel. C'était important, quoi. Merci pour ça. Mais de rien, on sait pas quel épisode va marcher, quel épisode va marquer, c'est trop drôle. Du coup, on a terminé les témoignages, c'était vraiment trop beau. Oui, merci beaucoup. En effet, c'est trop cool. C'est trop cool de recevoir tout ça, on n'a pas du tout pleuré. Je voulais du coup faire plutôt un tour de salon et que chacune choisisse un épisode qui les a marqués. Donc on vient de parler de Cool Girls, mais peut-être on peut choisir un autre. Je sais pas, Coco, tu veux commencer ou moi je voulais commencer par Cool Girls, donc c'est vrai, on m'a dit que j'avais pas le droit. Non. Je veux juste dire que c'était effectivement un épisode, la plupart marquent, mais je veux dire, je me rappelle très bien du moment où on l'a préparé, où on en a beaucoup discuté, on était genre dans la salle à manger, enfin ça a été tout un processus que je me rappelle avoir beaucoup apprécié, puis que justement ça avait nourri beaucoup de questionnements, ça a remis beaucoup de choses dans une perspective vraiment différente.
Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire l'épisode. Parce que généralement, quand on faisait des épisodes, on rencontrait les invités, en tout cas une première fois, ou on essayait de faire avant. Et puis j'avais beaucoup aimé aussi travailler avec Rabab. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué aussi. Donc sur la question du port du foulard et de comment on s'identifie là-dedans. J'avais vraiment aimé travailler, échanger avec elle. Et puis c'était quelque chose qui m'est beaucoup resté. Au-delà du foulard, si jamais, pour les gens qui veulent aller écouter. Mais c'était vraiment, quelqu'un de vraiment super. Et je suis de toute façon généralement très reconnaissante pour toutes les personnes qui sont venues, qui ont voulu témoigner. Et puis voilà. Merci. Agatha? Ouais, alors moi, il y a plusieurs épisodes. Je vais parler de ceux auxquels j'ai participé et puis après. J'ai adoré Nous sommes tous témoins. Oui. On n'en a pas parlé avec Célia et c'était vraiment un moment pour moi assez intense, justement, de la question de se poser comment tu te positionnes quand tu sais quelque chose et que c'est pas ton histoire, quoi. Je trouvais que ça abordait plein de choses avec un angle moins visible. J'ai bien aimé, justement, dans le fait que ça aille dans cette zone grise particulière. La blanchité, t'en as parlé, mais c'était un moment aussi de beaucoup de lecture pour moi d'ouvrages que j'avais moins eu l'habitude de lire et de me regarder aussi dans la glace en prenant les responsabilités que j'ai en tant que femme cis blanche. Et ça faisait du bien. Je dis pas que la vie est confortable pour les femmes, mais la mienne est quand même plus confortable que quand même beaucoup de femmes. Et j'avais plutôt pris du confort dans le fait d'avoir la posture de la femme qui parle aux autres personnes en disant mais nous on est féministes et puis les hommes ils doivent se déconstruire et tout. Puis de prendre un peu cette place-là et ses responsabilités, je pense que ça m'a fait du bien aussi de fermer un peu ma gueule et puis d'apprendre aussi à écouter les gens différemment, d'être consciente de sa place en fait. Je trouve que c'était hyper constituant. Jeanne Speter, c'était aussi un moment incroyable où on parlait de ses constructions de couple qui étaient hyper intéressant et de mettre de la perspective de l'art. Bon, en fait, je vais toutes les citer, mais je vous conseille L'amour sous contrat, c'est quand même un truc... Et puis, pour finir, il y a quand même... Où sont les hommes féministes ? Je reviens pas dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y avait quand même celle avec la coloriste Elvire de Coq. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop intéressant de regarder les pratiques domestiques. On parle aussi un peu de ça avec Charlotte, sur le rapport entre le domestique et l'art et tout. Je trouve que c'est des parallèles qui sont hyper intéressants. Bref, j'ai tout aimé, je sais pas si vous avez compris. 10 sur 10. Donc c'est mon tour. À toi, Lirza. Merci, et toi, Lirza. Merci. Merci. Alors, moi, je crois que ça reste toujours dans mon cœur notre premier épisode, L'homme des tavernes. Ah oui. Juste parce que le titre est fantastique. Elle est vraiment super. En fait, j'oublie que le titre est fantastique parce que c'est devenu la base. Oui, parce que pour moi, ça représente vraiment ce moment qui est méga important dans ma vie, d'avoir dit « ma parole vaut quelque chose ». Ce qu'on vit vaut quelque chose et c'est cool de le raconter. Enfin, il y a un truc... En fait, je trouve que c'était vraiment l'exercice de prendre nos vies de tous les jours et de dire, en fait, c'est un récit important. Je trouve que c'est quand même le blueprint, quoi, qui a vraiment marqué la suite. Et je trouve que le concept, depuis, n'a pas beaucoup changé, en fait. C'est vraiment, tout était là dans le premier épisode. Donc, j'aime beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup tous les épisodes, enfin, vraiment, tout ce que vous avez déjà mentionné. Mais en fait, je voulais mentionner Qui arrêtera les violeurs avec Juliette. C'est un épisode qui, comme de la blanchité, a demandé beaucoup de taf. Plusieurs rencontres avec Juliette, des rencontres d'expertes, bouger dans le cabinet d'une psy pour recueillir son témoignage, inviter une avocate ici pour qu'on parle du système de justice. Et aussi, pour moi, c'était très stressant comme épisode parce que je voulais vraiment que Juliette se sente safe. Enfin, je sentais beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Et puis, je trouvais que c'était un épisode que, au-delà du sujet qui est extrêmement important de l'agression des filles mineures par des hommes majeurs, c'était aussi un épisode important parce que je trouvais qu'il touchait à énormément d'aspects de la dynamique homme, femme, fille, garçon, fille, homme, qui sont en fait profondément ancrés en nous, qui sont profondément problématiques parce qu'ils vulnérabilisent les filles et les femmes en les rendant insécures, qui montent en puissance les garçons et les hommes en les rendant tout confiants dans tout ce qu'ils disent et leurs avis et comment ils traitent les autres en fait. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments comme ça et je me rappelle, toi aussi Coraline, à un moment donné t'avais dit que quand Juliette racontait qu'on l'avait traitée de gamine une fois, tu disais que cette insulte de gamine fait trop mal parce que tu te rappelles dans tes tripes que c'est vraiment dans notre société en fait c'est une insulte et tu veux pas être une gamine quoi. Bref, après, quand on avait accueilli Laurence Veilla, qui était l'experte avocate, et on avait parlé du système de justice, je me rappelle, ça m'avait aussi trop stressée. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans les tripes d'injustice, en fait. Parler du système de justice, la manière dont il est fait, il est évidemment imparfait et reflète la société problématique en ce qui concerne la protection des filles et des femmes. Ouais, c'était puissant et stressant pour moi, en fait.
Quand on a terminé cet épisode et on l'a publié, j'ai eu vraiment un sentiment de maintenant on peut arrêter le podcast. C'est comme s'il y avait une tâche importante que je savais pas qui était en moi, qui était terminée. Ok, incroyable. Voilà, donc je voulais mentionner Juliette, en plus de tous les épisodes qui ont déjà été mentionnés. Et en plus de tous les épisodes qui n'ont pas été mentionnés, je vais juste faire un tour très rapide. Notre première invitée du podcast ever, Rhoda, pour l'épisode Déconstruire le milieu du bâti. Il y a eu La grossesse fêtait le bonheur avec Abby. Il y a eu Malaise Blaise avec Julie. Mégane, portrait d'une jeune fille en feu. Il y a eu Papa a toujours raison avec Marie. Qui soignera les soignantes avec Mélissa. Oh, Vague verte versus Violette avec Rebecca, municipale de Prix. L'espace public va mal avec Alix. On avait eu tellement plein de problèmes techniques. Il y a eu Romy qui est venue 2 fois. Une fois pour parler du sexisme et des psys, d'ailleurs c'est le titre de l'épisode, et une fois pour en gros nous faire un cours particulier de sexologie. Il y a eu Nadia dans l'épisode Quel âge pour un éveil féministe. Maxime, on en a parlé. Oui, il y a eu Aline, l'épisode Exorciser le regard masculin. Aline qui est sur le spectre entièrement opposé de la pick-me. Il y a eu Sans serviette et sensibilité avec Coralie. Des spiritualités féministes avec Malélie. Et je crois qu'on aura réussi à tout mentionner quand même. Bref. Elio, maintenant, c'est à toi. Ouais, alors moi, j'ai vraiment réfléchi à quel épisode m'avait vraiment marqué. Je me souviens de plein de petites anecdotes de plein d'épisodes et je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les vernissages des saisons où on était invités dans le même salon où on enregistrait les podcasts à faire un karaoké et à discuter et à manger des trucs. Et déjà, j'ai rencontré des personnes super. Aussi pu mettre des visages et des façons d'être sur les personnes qu'on entendait. Et puis, pour moi, c'est aussi vachement important parce que j'adore chanter depuis longtemps. Mais comme j'ai dit, j'ai de la dysphorie de genre par rapport à ma voix. Et chanter, pour moi, c'est vraiment devenu un truc difficile en public. Et pouvoir faire ce karaoké avec vous et me dire, ici, j'ai le droit de chanter. Et on a genre chanté Fever de Dua Lipa et Angèle. Enfin, j'étais super contente d'avoir fait ça, d'avoir vécu ce moment de non-mixité féministe avec vous. Et je me disais, en fait, c'est vraiment de ça que j'ai le souvenir le plus fou dans ces coulisses du podcast. Même si, voilà, tous les épisodes, je pourrais tous, je suis sûre, me dire « Ah, mais oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là, c'était incroyable. » Ou c'était drôle, ou c'était intriguant, enfin... Voilà. Ah, merci, c'est cool. Et d'ailleurs, le premier vernissage où on a fait un karaoké, on a découvert que Marie de l'épisode Papa a toujours raison, elle chantait tellement bien. Oui, j'étais là, oh Marie. Oui, on a découvert des voix, ouais. Ouais. Ah, c'est cool, ouais, c'est trop bien. Trop nice. Bon, faut que ça arrête à un moment donné. Avant que tous les micros lâchent et qu'on puisse pas... Et qu'on finisse sur un iPhone, 4 penchés. Attends, c'est mon tour de parler là. Et on se pousse. Ouais, c'est ça. Merci. De toute façon, il n'y aura pas... Je sais pas comment terminer le podcast. Du coup, on va juste dire bonne nuit. Il neige aujourd'hui. Ouais. Elio doit rentrer à la Chaux-de-Fonds. Oui. Doit braver la neige. Je vais être à minuit 30 à la Chaux-de-Fonds. Oh, je suis désolée. Mais ça valait la fête, je ne regrette pas. Oh, merci. Merci. Ouais. C'était les poissons sans bicyclette. C'était les derniers poissons sans bicyclette. Est-ce que les poissons ont trouvé une bicyclette maintenant ? Toujours pas. Non. C'était les poissons sans bicyclette. C'était les poissons. Je veux pas le faire. Hein. Je veux pas le faire. C'était les poissons sans bicyclette, le podcast féministe lausannois. Tout le podcast a été fait par les poissons, y compris la musique, la production, l'enregistrement, tout ça. Merci beaucoup à tous les invités, tous contribueuristes, les festivals qui ont collaboré avec nous. Vraiment, je pourrais pas citer tout le monde. On l'a fait il y a 1 an. Donc, bisous. Et puis n'hésitez pas à continuer à donner sur Patreon. Si on peut te payer pour rien faire. Parce que pour l'équivalent d'une petite bière, on a une petite bière. Pour le prix d'un café, moi j'ai mon café. Ah ouais. Merci. Merci. C'était trop bien. Bye. Bye. Ciao, ciao. Allez, Lirza, dis-le. Ciao. Elle veut pas. J'ai même pas compris que je l'avais pas dit. Ouais, pour le déni total. On fait pause, ça y est ?